vais vous expliquer ce qu'on fait. Donc, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce live lecture de sciences sociales. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais la dernière fois qu'on a fait une soirée comme ça, on a lu, et vous avez choisi, hein, on a lu des chapitres qui étaient dédiés aux catastrophes écologiques. Et nous essayions de chercher des coupables. Voilà. Donc, il y avait la possibilité entre les catastrophes sont partout, le compte à rebours, et donc en apprendre plus sur ces catastrophes. Je pense que ça les trigger votre éco-anxiété, donc vous avez dit non, ce que je peux comprendre. Et vous m'avez proposé à la place de voir qui est le coupable, qui sont les coupables des catastrophes. Du coup, on a parlé des criminels climatiques et on a appris que c'était principalement les grands groupes pétroliers. Voilà, il y a très peu de groupes qui font beaucoup de pollution et les États sont coupables et profitent bien de laisser faire tout ça. Donc voilà, donc on a parlé de tout ça la dernière fois. Les rediffusions seront postées évidemment sur la chaîne de rediff. En attendant, c'est disponible pendant 60 jours sur Twitch. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de continuer la lecture de ce bouquin qui est de la même collection que le manuel indossé de sciences sociales, qui s'appelle Écologie, le social, le vivant et le social, qui traite du coup de questions scientifiques, mais aussi de questions de sciences naturelles, on va dire, mais aussi en même temps de questions économiques et sociales. Et ce que je vous propose, c'est de soit aujourd'hui se pencher sur le capitalisme, soit se pencher sur les gouvernants. Voilà. Donc là, en gros, la thématique du jour, c'est est-ce qu'on est sans issue? Est-ce qu'on va dans le mur et tout? Et voyons si c'est de la faute du capitalisme, des gouvernants ou des deux. Il y a de fortes chances que ça soit les deux, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on choisit de lire aujourd'hui? Donc je vais vous faire un sondage. On lit quoi? Ok. Les capitalistes. Les gouvernants. Je vous laisse choisir. Vous avez 3 minutes pour voter. Je vais mettre voir les résultats, comme ça j'ai tout en face de moi. Salut Corbeau, salut Insolence, salut Pilouli. Donc, dans la version Les capitalistes, nous avons la finance verte pour sauver la planète. La planète, désolé, je parle du nez. Et nous avons l'air, une marchandise, virgule, un marché. Voilà. Sinon, dans la version Les gouvernants, on a les lobbies font-ils la loi? Et changement climatique, l'État irresponsable. Je vous ai choisi, il y a plein d'autres chapitres, je vous ai choisi que ce qui m'intéressait. Pourquoi? Parce que le bouquin fait 700 pages et on va pas tout lire ensemble. Je fais toujours ça en live lecture. Je sélectionne des chapitres qui m'intéressent. Et de toute façon, les lives de sciences sociales, enfin les bouquins de sciences sociales, il faut piocher dedans. Vous n'avez pas à tout lire de A à Z comme un roman. Sauf si vous êtes à fond dedans, évidemment, mais c'est un outil plus qu'autre chose. Les deux ont l'air trop bien. Bah après, vous choisissez juste pour aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on ne lira pas du tout sur ça. Hein. Il y a même de grandes chances qu'on lise la suite plus tard. Mais de quoi avez-vous envie aujourd'hui? Salut fils de pub. Salut Snorlax. Salut Barnabé. Bonjour Castet. Bonjour Sophie Ours. Alors qu'avez-vous voté Ça part sur les gouvernants pour l'instant. Hein. Si peu de votants, c'est normal. Les gens écoutent beaucoup et aller cliquer, c'est toujours compliqué hein, pour voter. Hein. C'est normal. Ça se tire la bourre, il reste que la moitié du temps. Oh là là. Donc je vous rappelle, hein, capitalisme sans issue, on a la finance verte pour sauver la planète financière ou l'air, un marché, une marchandise. Et sinon, du côté des gouvernants, on a changement climatique, l'État irresponsable et les lobbies font-ils la loi? J'ai exercé mon droit démocratique, oui. Oui. J'ai l'impression que les gouvernants sont majoritairement des capitalistes. Ah bah les deux vont ensemble. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, les deux vont ensemble. J'ai voté utile. Non mais après, si vous êtes pris entre les deux, on peut faire un chapitre de l'un ou un chapitre de l'autre. Ou alors, on peut faire une session sur un et la prochaine fois sur l'autre. De tous les cas, là, c'est les derniers lives. Soit celui-là, soit le prochain. Enfin bref, ça va être les derniers lives sur le côté pessimiste, on va dire bilan. C'est pas pessimiste, mais c'est le côté bilan. Voilà tout ce qu'on subit et tout ça. Et après, dans les prochains streams qui vont arriver, on va aller du côté des solutions et du côté des manières écolo de voir le monde. Donc du côté un peu action politique et tout ça.
Donc, vous inquiétez pas. Et à la fin, il y a même écrit « D'autres mondes sont possibles ». Mais là, bon, avant ça, il faut quand même qu'on sache qui est-ce qu'on a envie d'assassiner et qui est-ce qu'on considère comme coupable, bien sûr. Mais des gens sont morts pour qu'on puisse voter sur Twitch. Allez voter, pitié. Les gouvernants, très bien. Eh bien, je me note que la prochaine fois, on fait le capitalisme. Parce que moi, j'avais envie de faire le capitalisme. Mais c'est bien. Je vous donne l'impression que vous faites un choix. C'est important. C'est important, l'illusion de choix. C'est comme ça que ça marche. Ok, alors. Changement climatique, l'État irresponsable. Allons-y. Page 256 du bouquin. Oh là là, on a déjà lu 200 pages. On est si fort. Bravo, le chat, bravo. Maudit est un jeu à choix, c'est carrément ça. Je vous laisse le choix et en fait, après, je vous tire vers mon scénario. Non, mais j'ai la chance de pouvoir choisir les chapitres que je lis encore. C'est pas tiré au sort, là, on est bien. C'est quoi qu'il faut que je vous mette? C'est ça, voilà, c'est ça. Donc, voici le setup de lecture. Je lis sur le même truc que vous, je lis pas sur le bouquin. Comme ça, je suis sûre de pas faire de la merde. Donc, changement climatique, l'État entre guillemets, responsable. Donc, l'État responsable, et en même temps, il a un comportement irresponsable, c'est ça la vanne. C'est écrit par Marine Fleury, qui est juriste à l'université d'Amiens. Donc, vous avez tiré au sort un chapitre de quelqu'un qui fait du droit. Voilà. Je persiste et signe que la plupart des gens qui font du droit sont bien de droite, surtout dans les écoles. Mais par contre, quand vous tombez sur des juristes militants, ils sont très énervés, pour le coup. Ah, vous avez entendu ce bruit? Faut que je prenne une photo de mon setup. Attendez. Non, vous avez peut-être pas entendu. C'est l'heure du biril. C'était ça. Ça a l'air cassé. Non, c'est pas l'heure du biril? Ah si. C'est juste complètement buggé. J'adore. Je prends en photo le chat en même temps. Nous ne savions pas. Excusez-moi, je suis complètement cliché. Hein. C'est bon, c'est fait. Excusez-moi. J'avais pas la notif. Ouais, c'est cassé les notifs. Hein. Live lecture. C'est bon, je suis prête. Putain, ce live lecture qui commence jamais. On va voir le chat. Il est là! Il est là, le chat! Il est beau, hein? Mais il dort, faut pas l'embêter. Bah oui, mais tout est cassé, c'est pour ça que c'est l'enfer. Cette application, c'est l'enfer. Encore un truc français, ça. Ok. Alors, c'est écrit par Marine Fleury. Ça commence par une citation, comme à chaque fois leur chapitre, là. Agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une telle vie. Le principe de responsabilité. D'accord. C'est sur cette voie que le 3 février 2021 s'est engagé le juge administratif. Pour la première fois en France, il reconnaissait que l'État est tenu par l'obligation de lutter contre le changement climatique et qu'il n'avait pas respecté cette obligation, commettant une faute de nature à engager sa responsabilité. Ah, mais c'était ça! C'est ça l'affaire du siècle. Ok. J'avais pas fait le lien entre les deux. Donc le juge administratif, ensemble hiérarchisé de juridictions, tribunaux administratifs, cours administratifs, cours d'appel, conseil d'État, chargé de trancher les procès mettant en cause les puissances publiques dans son activité de réglementation et d'exécution des services publics. Donc c'est un juge qui vérifie que l'État fait son travail, quoi. Pardon, j'ai baissé la musique, oui. Non mais là, vous l'entendez même plus, là. Après, pourquoi pas, hein. Mais si vous aimez que ma voix, ça va vite être gênant. Hein. Il est beau le chat, les gens disent ça pour tous les chats. Oh, mais quand même, on y croit quand même. Je suis choquée. Elles ont tout le temps raison. Ok. Donc le juge administratif vérifie que l'État fait son travail dans l'exécution des services publics. Et donc là, le 3 février 2021, le juge administratif a décidé que l'État ne luttait pas assez contre le changement climatique
et que l'État avait une responsabilité dans la lutte contre le changement climatique. Connu sous le nom de l'affaire du siècle, ce procès a donc renvoyé l'État à sa responsabilité juridique en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Son rôle dans l'engagement de la transition écologique est indiscutable et s'incarne dans un ensemble d'instruments de planification. C'est cette planification qui permet de révéler les failles du pilotage politique de l'action contre le changement climatique. Je suis malentendante, c'est pour ça. Il n'y a pas de problème, Bozo. Je comprends, ça prend de la place en plus, la musique, très vite. Normalement, c'est bien. Dis-moi si c'est pas assez équilibré. Moi, je l'entends en fond, mais parce que je suis au casque. Donc, l'affaire du siècle, là, on a une définition. Hein. Il y a des petits trucs comme ça, vous voyez en bas, là. L'affaire du siècle, c'est le nom d'une campagne judiciaire menée par 2 ONG, Greenpeace France et Oxfam, et 2 associations, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Notre Affaire à tous, ayant conduit à la reconnaissance en justice de la responsabilité juridique de l'État et à la réparation des préjudices moraux et écologiques en résultant. Et là, on voit qu'il y a un des problèmes, c'est que si l'État doit être reconnu comme coupable d'un manque d'action, d'une inactivité, et qui n'arrive pas à prendre en charge ses responsabilités, eh ben, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui attaque l'État. Et pour attaquer l'État, il faut des ressources. D'où le fait que c'est souvent des grosses ONG qui vont le faire. Ou en tout cas, des associations qui s'accumulent. Enfin, un travail très collectif, quoi. Salut, Style Carapace. Attendez, mais cette tourtelle, elle a 0%. Elle a 0,0% d'alcool. Et pourtant, j'ai l'impression d'être bourrée. C'est un effet... Enfin, pas bourré, mais d'avoir bu une bière pour de vrai. C'est un effet placebo, vous croyez? C'est la première fois que ça me fait ça avec la tourtelle. En mode, comme j'ai la sensation de boire un truc qui est dans une canette, enfin, dans une bouteille en verre de bière, là, c'est bizarre. C'est bizarre, le cerveau. Ah putain, c'est le sucre! C'est le sucre qui monte au cerveau, t'as raison. Oui, oui. C'est juste que j'essaye de me sevrer du sucre. Et là, je viens de prendre une dose de sucre comme jamais. Il y a écrit quoi de sucre? 5 grammes de sucre. Ah oui, oui, bon, c'est ça. Oui, oui. Ah oui, oui. Moi, je sais que les placebos fonctionnent, mais je veux dire, j'ai jamais eu cet effet-là avec la tourtelle. Après, là, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de sucre et je me prends, du sucre de tourtelle dans la gueule. Là, forcément, ça fait ça. Non, mais moi, j'ai une petite addiction au sucre, donc forcément, ça fait des effets, quoi. Ça, c'est à cause des capitalistes, encore. Donc voilà, donc affaire du siècle, ça reste que grâce à cette action en justice qui a été menée par les 2 ONG et les 2 associations, là, l'État a été reconnu comme responsable il doit être responsable de lutter contre le changement climatique, et s'il le fait pas, il est condamné, quoi. Si nous contribuons tous de manière différenciée à émettre des gaz à effet de serre à l'origine du changement climatique, nous sommes tous inscrits dans un environnement social et technologique dont nous dépendons, c'est ça. Et donc, l'environnement social dont nous dépendons, il est en partie circonscrit par l'État, et donc c'est à l'État de mettre en place des conditions de vie et des services et tout ça qui nous permettent de moins polluer, ou en tout cas de limiter le plus possible notre impact, quoi. On peut pas tout faire tout seul avec nos petites mains, là. Il y a des études là-dessus. Si tu sais qu'il n'y a pas d'alcool, tu bois un truc qui est supposé être de l'alcool, l'effet placebo est quand même mieux. Ah, c'est marrant. C'est très marrant. Les émissions de gaz à effet de serre correspondent aux différentes facettes de notre mode de vie. De l'organisation, de la production à la consommation, qui correspondent à des choix politiques. C'est ça. C'est des choix politiques, l'organisation de la production aussi. C'est pas juste le truc le plus pratique, quoi. On pourrait choisir d'organiser la production de ressources autrement. On n'est pas obligé de produire autant, par exemple. Or, à environnement socio-technique constant, les efforts que nous pourrions accomplir en tant qu'individus pour réduire nos émissions personnelles sont insuffisants pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, à savoir de limiter le réchauffement climatique en deçà des 2 degrés d'ici 2050. Donc en gros, si l'entièreté d'entre nous, là, pas juste sur le chat, mais l'entièreté de la population française, par exemple, de manière individuelle, faisait super attention à ses choix de consommation et faisait le maximum, individuellement, ça ne suffirait pas à limiter le réchauffement climatique sans qu'on soit en danger, quoi. Ça limiterait évidemment des émissions, mais pas assez. Donc, il faut qu'il y ait des décisions étatiques qui soient prises et qui viennent contraindre nos modes de production.
Salut Nilith. Voilà. Donc ça c'est dit, hein. C'est les émissions, les efforts, alors les efforts que nous pourrions, c'est là. Les efforts que nous pourrions accomplir en tant qu'individus pour réduire nos émissions personnelles sont insuffisants pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Pour rester en dessous des 2 degrés. Oui, effectivement, c'est important. Donc, il faut absolument qu'il y ait des prises de décision collectives. Tel est dans le sens de l'analyse que livrait l'Institut Carbone 4 en juin 2019. Les seuls gestes individuels pourraient induire une baisse d'environ 20% de notre empreinte carbone personnelle. Donc c'est même pas de l'empreinte carbone globale, c'est notre empreinte carbone à nous. Si on faisait tous les efforts du monde pour la réduire, il y aurait 20% de cette empreinte qui serait réduite. Mais il y a plein d'autres choses qui ne dépendent pas de nous. Notre travail, nos transports, etc. Il y a plein de choses dont on est contraint. Cela ne représente qu'un quart des efforts nécessaires pour parvenir à l'objectif établi par l'accord de Paris. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est donc une entreprise collective que l'État, du fait de son pouvoir de réglementation, de financement et d'action, est le plus à même d'engager. Vu que c'est l'État qui est le décideur. Il y avait un test chiffré sur Internet pour mesurer son bilan, je crois. Et une personne répondait qu'elle était végane et n'avait pas de voiture. Elle atteignait déjà le seuil de 2. Ah ouais! Même en étant végane et pas de caisse, c'était déjà mort. Ah ouais. Et tu vois que c'est pas... ça suffit pas, quoi. Ah ouais. La décideur. Compter sur la seule vertu des citoyens est un leurre. La vertu des États est requise, même si elle est encore souvent incertaine. C'est ça. C'est un leurre. Ça ne repose pas que sur la volonté individuelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des choses individuellement, mais qu'on fait ce qu'on peut en fonction de nos moyens, qu'on ne doit pas empirer la situation non plus, mais on n'est pas obligé de contraindre 100% de notre vie, quitte à y laisser de la santé physique, matérielle ou mentale. Mais voilà, alors que c'est pas nous le problème majeur, quoi. J'ai 1.3 rien qu'en service public, ouais. Ça reste un objectif en 2050, c'est normal de ne pas y arriver en 2023. Oui, bien sûr, oui, oui. La dissonance cognitive qui conduit les individus à ne pas modifier leur comportement ou leurs croyances, malgré leur connaissance du lien entre les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique, n'épargne pas les États. La dissonance cognitive, c'est un concept important qu'on retrouve dans plein de cas. En fait, c'est quand tu sais que ce que tu fais va avoir une incidence négative et que tu continues à le faire, mais que t'es dans le déni, quoi. Enfin, il y a un truc où vraiment... tu le sais, mais ça clique pas, quoi. Et c'est pas forcément des gens qui défendent leurs intérêts, c'est vraiment qu'il y a un truc où, en même temps, par exemple, si on parle des habitudes alimentaires, c'est tellement ancré dans notre quotidien que de venir changer tout ça, c'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà. On parle de dissonance cognitive pour dire que même si on sait qu'il y a un lien direct entre ce que l'on fait et l'impact négatif que ça va avoir, on va pas forcément changer notre comportement. Oui, voilà, il y a un décalage entre ce que tu penses et ce que tu fais. Tu l'as mieux expliqué que moi. Mais parce que moi, je suis bourrée avec ma fausse bière, là. C'est un délire, ça. Vivre seul, c'est quand même polluant. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que rien que pour ça, moi, j'ai un mode de vie extrêmement polluant. Avec mon chat, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Ok. Non, c'est bon. C'est le roller derby. Ce n'est pas un problème. J'ai eu la nouvelle couvée de Pfizer. Je vous dis si je capte mieux. Salut Perçu le Gallois. Salut Dils. Donc la dissonance cognitive. Attendez, ça comme c'est un concept, normalement j'encadre. Oh là là, mais comme je suis bourrée, j'arrive pas à écrire droit. Mais je suis bourrée de rien, c'est du 0%, putain. Mais regardez. Regardez comment c'est pas droit. C'est trop grave. C'est trop grave, je suis bourrée avec une bière 0%,0. Faut la finir vite que ça s'arrête. Faites que ça s'arrête. Déjà, je prends un truc en verre qui pollue, là. J'aurais dû boire de l'eau du robinet, putain. Ça m'apprendra. Donc, les États, eux aussi, il y a une différence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils savent et ce qu'ils font. Les aides allouées aux énergies fossiles constituent un exemple édifiant.
Une étude du Fonds monétaire international, le FMI, publiée en 2021, mettait en lumière la part importante de subventions directes et indirectes versées par les États pour l'exploitation des énergies fossiles à l'échelle internationale. Donc l'État, non seulement il finance l'agriculture intensive, parce que c'est largement subventionné aujourd'hui l'agriculture, en tout cas dans des modes de production, des manières de prélever les ressources qui sont productivistes et destructrices pour la santé et pour notre planète, mais en plus il finance les énergies fossiles. C'est super. C'est vraiment super. Bois de l'eau entre chaque gorgée de tourtelle, c'est un peu ça. Putain, c'est dur quand même ça. Ce sont 5900 milliards de dollars, soit environ 6,8% du PIB mondial, qui furent investis cette année-là par les États à leur bénéfice. 5900 milliards de dollars qui sont donnés par des États en subvention pour l'exploitation des ressources fossiles. Mais ça va pas? Mais il faut couper tout ça, là. Putain, mais tous ces milliards, ça pourrait nourrir des gens. Je me rote dessus de colère, désolé. En plus, vous avez plus la musique, vous entendez bien tout, j'espère. C'est la tourtelle, c'est pas moi. Lors de la COP 26 qui s'est tenue à Glasgow en 2021, la France a réaffirmé son engagement à mettre fin au financement public de projets d'énergie fossile à l'étranger dès 2022. Ah, à l'étranger! Mais sur son territoire, elle peut continuer. La Fédération des Amis de la Terre évalue encore à près de 18 milliards d'euros les exonérations fiscales accordées au secteur des énergies fossiles en 2019 en France. Ouais, c'est ça. On donne 18 milliards d'euros d'exonération fiscale pour prélever des énergies fossiles. Mais ça va pas. Et notre impôt, il part là-dedans. C'est ouf, hein. Pendant ce temps-là, les gens au RSA, ils vont devoir travailler. Et on donne de l'argent aux compagnies qui prélèvent les ressources fossiles. Mais c'est grave, hein. Mais enfin, Body, ça crée des emplois, emoji clown. Oh là là. Attendez, j'ai sauté une page? Ah non. Françoise Guémen soulignait qu'aujourd'hui encore en France, pour 1 euro donné au soutien aux énergies renouvelables, on donne 2 euros aux énergies fossiles. Quoi? Ou quoi? Mais comment? Mais pourquoi? 1 euro donné en soutien aux énergies renouvelables, c'est 2 euros de donné aux énergies fossiles. Mais il faut arrêter ça. C'est dans un article de Cyril Bonnet, Pourquoi les bonnes habitudes ne suffiront pas à enrayer le réchauffement climatique. C'est ça la source. C'est un article du Nouvel Obs qui date de 2021. Oh là 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 là. Là, il faut faire... comment est-ce qu'on fait? Quand on était ado, là... Putain, je suis vraiment bourrée de rien, là. Horrible. On faisait ça, là. On faisait le smiley en colère, là. C'était le arrobase. Vous vous en souvenez, ça, ou pas? Oh, il ressemble à rien. Oh, mon Dieu. C'était 2 points arrobase pour l'emote sur Messenger pour dire qu'on était en colère. Si vous vous en souvenez. Voilà, ça ressemble à ça. Ah, ah, voilà, c'est ça. Ah, ça m'énerve. Faut faire péter le lobbying du pétrole et du plastique. Mais oui, ça rend ouf. J'ai fini la tourtelle, ça va aller mieux. Ne politise pas trop l'écologie, attention aux commentaires TikTok. Non, c'est bon, ça dégage. Moi, je sais pas qui c'est François Gemène, mais en tout cas, voilà, c'est dans un article du Nouvel Obs. L'État, planificateur de la transition. En adoptant la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte en 2015, la loi TECV, le législateur a assigné à l'État le soin de mettre en œuvre une politique publique d'atténuation du changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire, une atténuation du changement climatique? Ça veut juste dire diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. C'est écrit en note de bas de page. Donc, cette politique publique, qui sert à limiter les gaz à effet de serre, à les diminuer, elle repose sur un ensemble d'objectifs qui ont été successivement renforcés par la loi relative à l'énergie et au climat, la loi LEC, qui date de 2016. C'est aussi une loi qui porte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Loi climat et résilience en 2021. Donc, en gros, il y a une accumulation de lois qui essayent de se pencher sur ces questions-là.
L'objectif le plus général consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre de moins de 40% entre 1990 et 2030 pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc neutralité carbone, en gros, on arrive à une stabilité, quoi. On a diminué assez notre production de gaz à effet de serre, nos émissions, pardon. On a diminué assez nos émissions de gaz à effet de serre pour arriver à une forme d'équilibre. Salut Noxmos. Il s'enrichit d'objectifs plus sectoriels. Donc ça va dépendre des secteurs d'activité. Ça va être par exemple la réduction de la consommation d'énergie par les utilisateurs comme les ménages, les entreprises. Donc moins chauffé par exemple, ou au contraire moins climatisé. Ou encore porter à 23% en 2020, puis à 33% en 2030, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie. Donc essayer d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans notre... comment on appelle ça là? Notre panier énergétique. Je sais pas comment, je me souviens plus du mot. Donc la consommation d'énergie finale brute, selon l'INSEE, c'est la somme de la consommation d'énergie par les utilisateurs, des pertes de réseau et d'électricité ou de la chaleur consommée par les entreprises de production d'énergie pour produire de l'électricité et de la chaleur. Donc en gros, la manière qu'on aurait de produire de l'électricité et de la chaleur, la part d'énergie renouvelable serait de plus en plus grande là-dedans. Le mix énergétique, merci, c'est ça. J'ai dit le panier. Parce que j'ai pensé à un beau petit marché, le marché de la croissance verte, bien sûr. C'est quoi la SNB? Ah, c'est... Ça y est, là, ça met des acronymes, j'ai envie de crever, là. La SNBC. Attends, on n'a pas vu ça, SNBC. Ça me dit quelque chose pourtant, là? On en a parlé plus haut? Putain, on est déjà à la deuxième page, j'ai déjà envie de crever là. La SNBC. Ah là. J'ai sauté un paragraphe. La concrétisation de ces objectifs s'appuie sur plusieurs documents de planification. Donc l'État essaye de planifier pour tendre vers ça. Les deux principaux étant la stratégie nationale bas carbone, donc la SNBC justement, et la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, à l'échelle nationale. Leur élaboration était anciennement confiée à l'État. Elle s'effectuera à partir de 2023 au Parlement dans le cadre d'une loi de programmation sur l'énergie et le climat qui en fixera les grands objectifs. Mais ils n'ont pas encore fait ça. La loi de programmation sur le climat, là. La stratégie nationale bas carbone définit pour des périodes quinquennales successives jusqu'en 2050 la trajectoire de réduction d'émissions sur le territoire national des secteurs les plus émetteurs en gaz à effet de serre, comme par exemple le transport, le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, l'énergie et les déchets. Sur la base de budgets d'émissions exprimés globalement et secteur par secteur. Donc il y a des objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre, secteur par secteur, avec des objectifs tous les 5 ans, jusqu'à 2050. Pour qu'à la fin, on arrive à un équilibre, en gros. La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe, pour la période quinquennale également, les objectifs de la politique énergétique. Donc là, par exemple, ça va être d'introduire justement plus d'énergie renouvelable, d'augmenter la part. Il s'agit par exemple de réduire la consommation d'énergie fossile, de développer des énergies renouvelables, d'intégrer des biocarburants ou encore de développer les usages de l'hydrogène. Avec ces documents de planification, l'État construit la trajectoire selon laquelle la France entend, à son échelle, concrétiser l'accord de Paris. Donc normalement, on est capable de planifier et d'avoir des paliers et des échelles. Pour le moment, l'objectif, c'est de réduire le nombre de tickets de caisse. Entre ça et le fait qu'il n'y a plus de tickets là dans les métros, là, qui vendent plus les carnets, là, putain. Donc, les États déterminent les politiques... Non, les accords, pardon. Hein? Ah non, les documents de planification. J'étais en mode, il y a écrit « il », on ne sait pas quoi. Les documents de planification déterminent les politiques publiques que l'État doit activer pour suivre cette trajectoire. La planification climatique et plus largement écologique est donc déjà une réalité juridique. C'est-à-dire que même si on a l'impression que l'État ne fait rien en termes de planification écologique, en tout cas, dans les textes de loi, c'est déjà présent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de passer à l'action, parce que là, pour le coup, c'est peut-être effectivement assez limité encore. Mais dans les textes de loi, on a déjà ces obligations-là qui existent. Donc ça, c'est important.
d'acheter des pailles en plastique. Quel enfer. Le Centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique, le CITPA, a pour rôle de veiller à ce que les émissions effectivement constatées correspondent aux objectifs à atteindre. Donc on a quand même un organisme qui surveille tout ça. Il est indépendant cet organisme? Je sais pas ce que c'est, le Centre technique de référence en matière de pollution atmosphérique et de changement climatique. Ce truc-là, là, c'est pas lié à l'État? Sinon ça peut être bidouillé, hein. Attention, hein. Ouais, déjà qu'il faut pas le citer, exactement. C'est un peu louche tout ça, quand même. Pardon, je vous tape dessus. Je suis en train de glisser de ma chaise, du coup je vous tape dessus. Donc, le CITPA a ainsi pu vérifier que l'État n'avait pas atteint ses objectifs de réduction pour le premier budget carbone entre 2015 et 2018. Au lieu des 442 000 MT, je sais pas ce que ça veut dire, mais... mégatonnes, ouais c'est ça. 442 mégatonnes de CO2 par an, il a constaté qu'il y a 457 mégatonnes de CO2 par an qui ont été émises chaque année par l'État. Enfin, en France, quoi. Salut Wamkai. Pour le prochain budget carbone, qui est de 2019 à 2023, l'État a revu ses ambitions à la baisse. En effet, en renonçant à accentuer son effort, il a maintenu le même objectif de réduction que celui déterminé pour le premier budget. Quoi? Mais il faut y aller plus fort, là, on va mourir! Il fait 28 degrés à 3-4 octobre! C'est pas possible! C'est pas possible, les gouvernants, là. C'est des millions de tonnes? Je sais pas. MT, je sais pas ce que c'est comme échelle de valeur, mais bon. Salut ce drill. Donc l'État a baissé les objectifs. Ce faisant, il a repoussé au 3e et 4e budget carbone l'accomplissement de l'effort supplémentaire qu'il sera nécessaire de réaliser pour atteindre les objectifs de l'horizon 30. Donc en fait, il repousse le problème, là. Il repousse le problème. Ce tour de passe-passe lui permit, pour l'année 2019, selon les données provisoires collectées par le CITPA, de satisfaire son ambition de réduction d'émissions. Ouais, il a remis le problème à plus tard. Voilà. Il a remis le problème à plus tard. C'est super. Salut Chorizoro. On adore. Ta ta ta. En dépit de ces documents de planification, la reconnaissance de la responsabilité juridique de l'État en matière climatique n'était pas évidente. Tout d'abord, les règles de droit qui affirment les obligations de l'État en matière d'atténuation du changement climatique sont un peu molles. Donc quand il y a des règles qui viennent dire à l'État « c'est à toi de prendre en charge tout ça et si tu ne le fais pas, tu seras puni », ben en fait, elles sont un peu molles. L'accord de Paris énonce par exemple un objectif ambitieux de limitation de l'élévation de la température de globe, mais il n'impose une obligation juridique qu'aux États signataires. C'est ça. Il n'y a que les États qui signent qui ont une obligation juridique avec l'accord de Paris. Du coup, tous les autres, OSEF, quoi. Par ailleurs, on a vu qu'au niveau national et européen, cet objectif est précisé par d'autres objectifs qui peuvent être incitatifs ou obligatoires, constituer une obligation de moyens ou de résultats. Donc une obligation de moyens dans la loi, c'est de dire il faut que tu prouves que tu as mis les moyens en œuvre pour essayer de réduire ton impact. Mais ils peuvent dire « Oh, on a mis les moyens en œuvre, mais ça n'a pas marché !» Alors qu'une obligation de résultat de dire « Il faut que tu nous prouves que tu as baissé tes émissions de carbone de temps. » Bon, bah là, au moins, tu mets les moyens que tu veux en place, mais il faut que tu tendes à ça. Ils peuvent revoir les objectifs à la baisse pour se dire « C'est bon, regardez, là, on y arrive. » Oui, c'est ça. Non, mais l'accord de Paris, c'est nul à chier, on est bien d'accord. Même les trucs OSEF comme les pailles, les tickets de caisse, les gobelets jetables, c'est des trucs votés il y a des années et dont l'application a été reportée plein de fois. C'est vrai aussi, oui. C'est un peu comme le bio, obligation de moyens, pas de résultat. Ouais, ça change beaucoup de choses quand même. De même, l'effet utile d'un objectif dépend du moment à partir duquel il peut être contrôlé. Faut-il attendre que le terme fixé par l'objectif soit atteint pour en vérifier la satisfaction ou peut-on le contrôler en cours de route? J'ai rien compris à ce que je viens de lire. L'effet utile d'un objectif dépend du moment à partir duquel il peut être contrôlé. Ah oui!
Quand tu mets en place un objectif, est-ce que tu attends, par exemple, si on dit on est en 2023, j'ai jusqu'à 2028 pour faire ça. Est-ce qu'on contrôle que tu as bien fait ça qu'en 2028 ou est-ce qu'on te contrôle de 2023 à 2028 pour vérifier que tu es en train de le faire? En gros, c'est ça qui est en train d'être dit. Est-ce qu'on peut pas te contrôler en cours de route? Parce que là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soit fait. Ensuite, si l'action de l'État entraîne des émissions de gaz à effet de serre, il n'est évidemment ni le seul ni le plus fort émetteur. Un tel constat conduit parfois à des raisonnements absurdes, puisque tous les États, voire toutes les personnes, qu'il s'agisse de personnes physiques ou d'entreprises, sont responsables. Certains semblent penser qu'aucune responsabilité ne pourrait être identifiée. Si on est tous coupables, pourquoi est-ce qu'on ferait quelque chose, quoi? La faute de chacun se dilue dans la responsabilité de tous. C'est super. Après, il y a aussi ce truc-là à travers les États en disant oui, d'accord, peut-être que l'on pollue beaucoup, mais regardez, il y a d'autres États qui sont des moins bons élèves que nous, ce sont des plus gros pollueurs. Donc, on voit pas pourquoi est-ce que nous, on viendrait limiter notre croissance pendant que eux, ils continuent à faire tout ce qu'ils veulent. Et oui, quel enfer. Sinon, on attend 2028 et on fait oups, on n'a pas atteint l'objectif, bon bah tant pis, c'est ça. Puis on paye une amende, quoi. Puis voilà. Exactement. Ces arguments sont courants dans l'espace public. D'aucuns ont pu relever que la France ne représente que peu des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial ou même au niveau européen. D'autres insistent sur le fait qu'en 2018, les émissions françaises avaient diminué de moins 20% par rapport au niveau constaté en 90. Bref, la France serait un bon élève, entre guillemets, en matière de politique d'atténuation des gaz à effet de serre. Mais comparé aux autres pays qui sont nuls à chier, c'est super. Ces arguments ont été écartés par la justice française. Tout en reconnaissant que l'État n'est pas le seul responsable du changement climatique, les juges ont relevé que ces manquements en constituaient une cause déterminante. Donc même si l'État n'est pas le seul à polluer, le fait que l'État ne fasse pas ce qui est demandé, fait que dans tous les cas, il est quand même coupable. Cette appréciation repose sur un double constat qui est implacable. L'État a affirmé, en se donnant des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, sa capacité à limiter les dommages liés au changement climatique. L'État n'a pas respecté les objectifs qu'il s'était donnés. Mais du coup, je sais pas ce que ça peut donner comme ambiance, ça, où les États ne vont plus rien signer. Si après, ils peuvent être condamnés en justice. Parce qu'en fait, là, si l'État ne se donne pas d'objectif de réduction, c'est chat perché, quoi, au final. Du coup, il n'y a pas de loi qui existe. S'il n'y a pas de loi qui existe, il n'y a pas de possibilité d'être reconnu comme coupable. Exemple, le viol, quoi. Avant que le viol existe comme crime, soit considéré comme un crime, t'étais pas coupable. Alors que pourtant, l'action néfaste existait quand même. Donc bon. L'argument habituel pour tout ce qui touche à la dissonance cognitive. Oui, je ne fais rien, mais les autres non plus, alors ce n'est pas grave. Non, mais c'est l'enfer. C'est vraiment infernal. C'est pour ça que des militants écolos cherchent du côté de la faute inexcusable. De façon à ce que ne rien faire te rend coupable, même si tu n'as pris aucun engagement. Ah clairement, il faudrait plus aller vers ça, ouais. Il en va de même en matière d'atténuation du changement climatique, comme pour les autres politiques publiques. L'État, qui doit respecter les obligations pesant sur lui, est tenu de réparer les conséquences dommageables que ses actions, mais aussi ses inactions causent à tout à chacun. Tel est l'apport de l'affaire du siècle. Voilà, donc là, oui, c'est ça, il est assez court comme article. Donc là, on a compris en tout cas qu'il y avait une lutte qui pouvait se jouer sur le terrain juridique. L'idée, c'est d'essayer de rendre l'État responsable de son inaction et de pouvoir le condamner et de pouvoir aussi publiciser tout ça et que ça fasse parler. Et si ça fait parler, ça fait aussi bouger les lignes. Hein. Des jeunes portugaises ont tenté un procès contre l'UE récemment. Non, j'ai pas vu passer. Après, même sur l'affaire du siècle, finalement, j'étais très peu au courant. Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
Finalement, les manquements de l'État aux documents de la planification climatique ont permis la reconnaissance de sa responsabilité. Donc l'État est responsable du changement climatique. Dans le même temps, ils ont révélé la fragilité du portage politique de cette politique publique. La politique publique sur les matières de transition écologique n'avance pas, quoi. La reconnaissance de la responsabilité juridique de l'État soulève d'autres questions. L'État, architecte de la transition, pilote-t-il bien cette politique? Use-t-il à bon escient des moyens d'orientation des comportements dont il dispose, promouvoir des réglementations ou financiers? Assure-t-il la mise en œuvre de ses plans? Clairement, il fait pas grand-chose. Si, il nous fait la taxe carbone. Et après, il y a le mouvement des gilets jaunes. Ah ça, pour aller taxer les pauvres, hein, il y va. Par contre, on attend toujours que ses amis capitalistes et les entreprises subissent les conséquences d'une transition écologique. Pour l'instant, c'est pas le cas. À ces questions, plusieurs organismes indépendants ont répondu par la négative. Donc en gros, l'État ne met pas assez de moyens, il pilote pas bien la politique publique qui vise à une transition écologique. Globalement, voilà. Un procès en inaction des États, d'accord. De l'eau. Il me faut de l'eau pour éponger la tourtelle. Ouais, je suis assez d'accord. Noxmos, ça fait pile il gagne face son père. C'est un peu ça, ouais. Donc, le Haut Conseil pour le climat, qui est un organisme indépendant créé par le décret du 14 mai 2019, placé auprès du Premier ministre. C'est composé de personnes disposant d'une expertise dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des gaz à effet de serre, et c'est chargé d'évaluer la trajectoire de baisse des émissions et l'efficacité des politiques publiques de lutte contre le changement climatique et d'adaptation à ses effets. Donc le Haut Conseil par le climat, qui existe depuis 2019 donc, a dans ses rapports de 2019 et 2020 constaté l'insuffisance du rythme de réduction des émissions pour atteindre les objectifs. En 2020, il relevait que la réduction des émissions de gaz à effet de serre continue à être trop lente et insuffisante pour permettre d'atteindre le budget carbone actuel et futur. Avec un recul de 0,9% en 2019, elle est similaire à la moyenne des années précédentes et encore très loin des moins 3% attendus à partir de 2025. Ouais, si on n'est même pas à moins 1% en 2019, je vois pas comment on atteindra les moins 3 en 2025. Là. Soyez maudits! Merci Dragono pour les 6 mois de soutien, la demi-année. Je viens de me baver dessus. Merci beaucoup. Salut Dragono. Ce décalage entre les moyens et les fins, également constaté par le Conseil économique et social et environnemental, s'appuie sur un diagnostic partagé. La planification climatique n'est pas pilotée et les politiques publiques qui la soutiennent sont insuffisamment financées. Donc en gros, ils s'en foutent quoi. Ils font des opérations de com dessus, mais il n'y a pas... c'est pas comme le ministère de l'Intérieur où on pilote une vraie politique là-dessus et du coup on a des enjeux globalement répressifs mais ils sont là. Et bah là sur le climat il n'y a pas une vraie politique qui est pilotée avec des objectifs et on met les moyens de suivre ces objectifs. Voilà, on a signé des accords globalement et puis on s'en fout quoi. On s'y intéresse pas plus que ça. C'est génial. Sur le premier point, dans son rapport de 2020, j'ai oublié, le Haut Conseil pour le climat, relevait que si les politiques climatiques ont vu leur gouvernance se renforcer, l'évaluation des lois en regard de climat ont peu progressé. Plus encore, la redevabilité des politiques climatiques et leur transparence reposent sur une évaluation des lois et des politiques en regard du climat qui n'a pratiquement pas progressé. Donc il se passe rien quoi. Parce que quand tu fais passer une loi, après, il faut que tu évalues si elle fonctionne. Quand tu mets en place une politique publique, du style « j'ai envie qu'il y ait de plus en plus d'énergie renouvelable », eh bien, tu veux pas juste dire ça, tu peux pas juste balancer des subventions, il faut que tu vérifies après que ça fonctionne, que les gens achètent, que les entreprises produisent ça, etc. Là, du coup, ils évaluent même pas, ils s'en foutent, quoi. Le problème principal, c'est qu'une planification doit se faire sur le temps long. Donc les mandats courts, forcément, c'est pas leur priorité. Bah oui, bah c'est pour ça que là, les accords, pour le coup, sur le climat, là, les accords qu'ils avaient pris, c'est tous les 5 ans jusqu'à 2050. Donc c'est cyclique avec le principe de quinquennat, là. Mais pour le coup, ça tenait en compte ça. Mais oui. Là, il faudrait les obliger à prendre des décisions, même si ça dépasse leur mandat. Et à mettre en place, pas juste à prendre des décisions, mais du coup à mettre en place des actions, ouais.
Ils peuvent quand même faire quelque chose en étant élus tous les 5 ans, dans tous les cas, ouais. Hmm. Attendez, je sais plus où j'en étais. C'est terrible. Alors. Donc la nouvelle stratégie nationale bas carbone entérine un affaiblissement de l'ambition de court terme. Ah mais même l'ambition court terme, elle est baissée quoi. En relevant les budgets carbone. Mais elle n'est pas plus précise sur ses moyens d'action. Donc il n'y a pas de moyens d'action mis en place concrètement. Cette appréciation particulièrement sévère trouve sans doute une explication dans une occasion manquée. À l'occasion de la réponse qu'il avait adressée au Haut Conseil pour le climat, dans son rapport de 2019, le Premier ministre Édouard Philippe s'était engagé à améliorer le pilotage de la stratégie nationale bas carbone en demandant à chaque ministère d'établir une feuille de route de la transition climatique. Ce vœu n'a été exaucé qu'en 2021. Non, mais alors, une feuille de route, ça veut dire quoi? Il dit à chacun des ministères, bon, toi, ton ministère, c'est l'éducation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller vers la transition? Enfin, ils font des trucs comme ça, mais la feuille de route, après, t'en fais quoi? C'est comme nous, on s'est retrouvés dans les assos dans lesquels j'étais à faire des promesses de transition écologique en mode on n'utilisera que des trucs renouvelables, il n'y aura pas de trucs jetables, genre par exemple les gobelets, machin. Bref, on fait le tri pour nos événements, bref. Tu mets en place toute une liste en disant quelle action concrète tu mets en place pour montrer que tu es dans un événement qui pollue le moins possible, etc. Mais c'est juste ça qu'ils ont fait, quoi. Ça va pas très loin, ça suffit pas, ça. Là, c'est les entreprises qu'il faut voir, là. Les nouvelles législations pour l'accélération des énergies renouvelables, c'est un scandale. Je vois pas comment les bureaux d'études en écologie vont avoir le temps d'évaluer correctement les impacts potentiels avant installation au niveau solaire et éolien. Bah, ça va pas marcher. Après, ils vont dire « Oh, bah, c'est bizarre, le renouvelable, ça marche pas. » Et après, ça va faire plein de déchets qu'on va devoir traiter. Et voilà. J'ai l'impression que c'est ça l'ambiance. La feuille de route en mode démerde-toi sans pognon et fais genre c'est bien. Oui, mais c'est ça. Mais du coup, tu te retrouves à faire des promesses. Ce que je voulais dire par là, c'est que même les assos dans lesquels j'étais où on se retrouvait à devoir faire ça pour avoir des financements, bah du coup, tu te retrouves à faire des promesses, quoi. Sur des actions potentielles que tu pourrais être en mesure de faire. Enfin, vous voyez, c'est quand même un peu chelou. Je parlais surtout de l'impact sur la biodiversité. Oui, mais ça, c'est parce que c'est ta fixette, quoi. Mais il n'y a pas que ça non plus. Même si c'est important, mais bon. L'impact de mon chat sur la biodiversité, déjà. Non, mais là, il y a un vrai problème global, en fait. Où, si effectivement, on n'a pas le temps de finir les tests et qu'on court très vite, il y a des technologies qui vont être... qui vont être déficientes, enfin, qui vont pas fonctionner. Et après, on va s'en servir pour pouvoir dire que les énergies fossiles, c'était quand même vachement plus viable. Salut les Lizards. Ce n'est que le 27 novembre 2020 qu'un nouveau Premier ministre, Jean Castex, a adressé au ministère de la Transition écologique, de l'économie, de l'agriculture et de la cohésion des territoires des lettres de mission, leur demandant d'établir un plan d'action afin d'assurer la mise en cohérence des politiques publiques avec la stratégie nationale bas carbone et le plan national d'adaptation au changement climatique. Ah, voilà! Jean Castex est venu et a dit il faut que tous les gouvernements, tous les ministères soient ensemble sur cette même ligne. Ça a tout changé, bien sûr. Le 21 avril 2021, il a étendu cette demande à 6 ministères supplémentaires. Éducation nationale, Affaires étrangères, Outre-mer, Recherche, Santé et Mer. Au jour où ces lignes sont écrites, seuls les ministères de la transition écologique, de l'agriculture et de l'économie, et dans une certaine mesure le ministère de l'Éducation, ont répondu à cette demande. Les autres s'en foutent. Super. Toutefois, l'examen de ces plans est assez déceptif. Ah, même pour ceux qui ont fait quelque chose, c'est nul. Ah. Sans même évoquer leur contenu. Il est patent de constater qu'ils ne répondent pas aux objections relevées par le Haut Conseil pour le climat. Les actions envisagées sont pour la plupart déjà entreprises et ne reprennent qu'une partie des indicateurs. Ah bah c'est nul. En fait, ils sont revenus, ils ont dit « Ça, on fait déjà, du coup, on va garder. On rajoute 2-3 trucs, Ginette ?» Oui, on rajoute 2-3 trucs. Quant au financement, le constat n'est guère meilleur. Le CIS demande un avis sur le projet de loi climat et résilience. Relever aussi l'insuffisance des financements actuellement alloués à la transition écologique. C'est ça, il n'y a pas assez d'argent qui... Il y a une insuffisance des moyens mis pour la transition écologique.
En dépit des efforts supplémentaires consentis par l'État sur le plan France Relance, il notait que ces financements publics sont significatifs mais non pérennes. Dès lors que le montant des financements supplémentaires, publics ou privés, nécessaires chaque année dès la période 2019-2023 pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Bon, bref, tout est nul. Alors, les choses sont-elles susceptibles de changer? J'en peux plus dire des acronymes, vous m'excuserez, on y va. Hein. Les choses sont-elles susceptibles de changer? Parce que là, j'en pouvais plus le dire. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et donc, entre les deux tours de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, a exprimé la volonté de s'engager dans la planification écologique. Ah ben on est sauvés alors! Mais cette planification existe déjà. Ce qui lui manque, c'est un portage politique interministériel, un niveau de financement public et privé adéquat et un suivi régulier. Voilà. Donc il manque des moyens et des actions concrètes. La planification, elle est là. Ferme ta gueule, Manu. Au-delà de l'éphémère Conseil de la défense écologique, créé sous son premier mandat, le président souhaite désormais confier la responsabilité politique de la planification écologique au Premier ministre. La transversalité de l'action publique... Oui. Ah, tu viens chier sur le Premier ministre? Il patoune sur le bouquin. Super, t'es en train de le griffer. Mais t'as bien raison. Attention, le livre se referme sur toi. Attention, les pattes! Attention! Il vient faire un câlin. J'ai travaillé 8 ans en bureau d'études thermiques pour tout ce qui est des éléments de réponse dans le bâtiment. On peut en quelque sorte dire que les contrôles de résultats passent par des entreprises privées. Bah oui, c'est ça. Pardon, je faisais des bisous au chat, c'est important. Alors. Donc, il a demandé, Emmanuel Macron, que le Premier ministre s'en occupe. La transversalité de l'action publique sur le climat trouvera donc peut-être enfin une traduction opérationnelle. Interministérielle donc, mais je suis pas sûre. Hein. La création récente, dans les services du Premier ministre, d'un secrétariat général à l'environnement pourrait sembler encourageant. Reste à savoir si ces attributions, à ce jour indéfinies, lui permettront de prendre en charge tous les chantiers, assurer la cohérence de l'ensemble des politiques publiques avec les objectifs climat, contrôler le financement des politiques publiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et suivre en temps réel les dites politiques. Ouais, ça c'est quand même... c'est beaucoup de travail, ça. C'est quand même beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et là, tu viens de dire que le secrétariat du Premier ministre dédié à l'environnement, là, ils n'ont pas de mission attribuée au début. Bah, c'est pas bon signe. Je pense que c'est juste de la com. Hein. Salut Tipsprog. Et maintenant, qu'allons-nous faire? La planification climatique est une nécessité pratique sur laquelle s'est fondée la reconnaissance de la responsabilité juridique de l'État en matière d'atténuation du changement climatique. C'est parce que... Merci Mobius pour les 42 mois de soutien, merci beaucoup. C'est parce qu'il y a eu cette planification climatique qu'il y a des lois qui ont été passées pour planifier cette transition climatique, transition énergétique, enfin bref, transition énergétique, bref, écologique. Transition écologique, c'est ça le mot. Je suis toujours bourrée de la tourtelle. Hein. Donc, c'est parce qu'il y a des lois qui ont été passées, qu'il y a cette planification climatique qui a été mise en place, qu'il y a pu avoir condamnation de l'État parce qu'il était reconnu comme coupable d'inaction. L'incapacité de l'État à atteindre les objectifs qu'il s'était lui-même donnés trahit l'insuffisance du portage politique de cette politique. Ils en ont rien à foutre, en gros. Idéologiquement, ça les intéresse pas. Si, à la faveur des dernières élections présidentielles, la planification a le vent en poupe, les retards accumulés entachent sérieusement la possibilité d'atteindre ces objectifs. Donc, bon, il va juste... C'est juste que pendant la campagne, il a parlé un peu d'écologie, mais pour se faire bien voir, quoi. Mais encore une fois, ça veut pas dire qu'il va y avoir des actions concrètes. La planification de l'adaptation au changement climatique devrait aussi s'imposer comme une nécessité, et pourtant, elle semble encore passer sous les radars. Voilà. Donc, globalement, l'État ne s'y intéresse pas. À lire, si vous avez envie d'aller plus loin. Le bouquin de César Dugast et Alexia Soyeux, Faire sa part, pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l'État face à l'urgence climatique. On a aussi de Christelle Courtenil et de Marine Fleury, De l'affaire du siècle au casse du siècle, dans la revue des droits de l'homme. Et on a à voir, sinon, ce que dit le ministère de l'Environnement, mettre la France sur une trajectoire à 2 degrés.
Donc c'est la stratégie nationale bas carbone, justement. Si vous avez envie de voir à quoi elle ressemble. On peut faire ça. On peut regarder à quoi elle ressemble, ça nous fait une transition. Avant de lire un nouveau chapitre. Non, en fait, c'est parce que, tu sais, le Premier ministre... Quelqu'un qui est Premier ministre, il est chef du gouvernement. Et donc, du coup, c'est lui qui fait le lien entre tous les ministères. Et comme la politique climatique, elle est censée être interministérielle et toucher tous les ministères, bah c'est pour ça. Mais ça veut pas dire qu'ils vont en faire quoi que ce soit d'intéressant. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai oublié, instantanément. J'ai instantanément oublié Axe. Ah oui, voilà. Mettre la France sur la trajectoire. Mettre... C'est ce genre de truc là? Ah ouais, voilà, c'est ma souris, c'est ça. Je me disais bien. 2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée du pays depuis les débuts des relevés de 1900. Sur l'ensemble de l'année, la température moyenne sur la France métropolitaine a été 3 degrés plus chaude qu'elle ne l'était au début du XXe siècle. Oh là 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 là. Les effets du réchauffement climatique sont déjà à l'œuvre sur notre territoire, d'où la nécessité de renforcer notre politique d'adaptation. Ouais, ça revient sur tout ça. Et là, ça dure combien de temps? On a des beaux graphiques. Hein. Ah ouais. Donc ça, c'est sur le site du ministère de l'écologie. Là, je suis sur le site du ministère de l'écologie. Et regardez, comme le montre la figure ci-dessous, on ne peut pas affirmer que le monde s'est placé sur une trajectoire permettant de ne pas déplacer les 1,5 degrés de réchauffement global. Voilà, là, on voit que c'est la merde. Hein. La fourchette, on devrait être là. Et là, on va être au-dessus, on va être dans le rouge, quoi. Si ça continue. Bah, 2022 était l'année la plus chaude. Dans ce cas-là, 2023 sera l'année la plus chaude. Hein. C'est de pire en pire. Donc, vous avez tous les graphiques, vous avez toutes les données qui ont été collectées par l'État. Tout ça pour vous dire qu'à l'intérieur de l'État, les gens savent. Les gens savent. Soyez maudits! Les gens savent et il y a des solutions qui sont proposées. Il est proposé de lancer des études de vulnérabilité au changement climatique dans chaque secteur, comme le transport, bâtiment, énergie, télécommunications, agriculture, forêt. Dans un deuxième temps, une fois ces vulnérabilités bien identifiées, il sera possible d'élaborer des plans d'adaptation au changement climatique dans ces secteurs. Donc il faut évaluer pour agir. Et là, ben, ils savent en fait. Ils savent. Ils ont tout clé en main. Parce qu'en fait, ça c'est... Je dis ça parce que d'un point de vue extérieur, quand tu connais rien à tout ça, il y a plein de gens qui disent « Oh mais le chantier est colossal, on n'y arrivera jamais !» Il y a trop de choses à faire. Et dans les faits, les évaluations sont là, les bilans sont là, la planification, elle est en train de se mettre en place. On a les bails. Genre, on peut le faire. C'est juste qu'il n'y a pas la volonté de le faire. Il n'y a pas les moyens qui sont mis pour le faire. Il n'y a pas les actions qui sont mises pour le faire. C'est... Là, tu lis les trucs, ils ont tout. Ça reste colossal, mais c'est possible. Mais oui, c'est possible. C'est pas foutu, quoi. Alors oui, il y a des espèces qui ont disparu à jamais, il y a des zones qui vont être submergées et tout. C'est clair qu'il va y avoir des conséquences, que le monde il sera jamais comme il a été avant. Mais c'est possible de limiter notre impact et de survivre en tant qu'espèce. Collectivement, c'est possible. C'est ça le pire. Les gens dans le ministère de l'écologie, si elles sont sincères, elles peuvent pas rester très longtemps sans se mettre en danger leur santé mentale. Il y avait un article de reporter là-dessus. Bah ouais, ouais. Ils sont payés pour faire des rapports, après personne ne lit. Non mais tu sais que ça, c'est la plupart des jobs des gens qui sortent des formations en sciences sociales à l'université, quoi. Tu finis pas... Si tu vas bosser pour les ministères ou pour les ONG, ou même pour le privé, hein, tu fais des bilans, et soit si tu bosses pour le privé, ils vont trouver comment optimiser et se faire de l'argent avec, soit si tu bosses pour le public, ils vont faire « Ah, on a lu, ah ben on peut pas faire », et hop, ils passent à autre chose. Enfin, c'est quand même... quand même dramatique, ça.
C'est quand même dramatique. La recherche en général, tu bosses rude et personne ne lit ou s'en fout. Oui, non mais d'accord. Mais là, pour le coup, dis-toi que c'est pire parce que, ok, dans le monde de la recherche, c'est comme ça, mais tu choisis ton sujet de recherche, enfin voilà. Il a été financé, admettons, ou pas, mais bon. Là, on demande, on te dit, c'est des gens, les politiques demandent que tu fasses des rapports pour savoir et des évaluations. Donc, il y a des rapports et des évaluations qui sont commandés pour après qu'aucune conclusion n'en soit tirée ou que ton travail ne soit valorisé ou utilisé. Donc, c'est littéralement jeter tout ça, quoi, par la fenêtre. Ça, c'est horrible, pour le coup. C'est que tu sais que ce que tu fais... tu passes du temps à établir des conclusions, des rapports, et ouais, ça fait vraiment ça. Vu et sans tape. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut créer du rapport de force, oui, clairement. Ouais, oui. Alors, l'autre truc que j'avais envie de vous lire, c'est... Oh, bah dis donc, les chiens font pas des chats. Les articles qui m'ont intéressé sur les gouvernants, là, c'est du droit, et là, c'est de la science politique. J'ai peur que ça soit dur à lire. Bah, on va s'accrocher. Ça fait 10 pages. On peut le faire. On peut le faire. Donc, je vous propose de lire un nouveau chapitre. Hop. Super. J'avais mal remis la cam. Je propose de lire un nouveau chapitre qui s'appelle « Les lobbies font-ils la loi ?» qui est écrit par Guillaume Courty, qui est politiste, donc spécialiste en sciences politiques, et qui vient de l'université de Picardie, Jules Verne. Voilà. Je vais pas lire la citation de Nicolas Hulot parce que, vu et sans tape, on lit pas les agresseurs ici. Hein. C'est bon. La place de l'écologie... Non mais voyez la taille du paragraphe déjà. La place de l'écologie dans un système politique est fragile, pour ses leaders comme pour ses enjeux. En 2018, la démission surprise de Nicolas Hulot du gouvernement, du fait de la présence d'un lobbyiste lors de l'arbitrage final qui s'est tenu à l'Élysée, concernant entre autres le montant de la carte annuelle de chasse, en est une des manifestations. Pour comprendre la place prise par les lobbies dans le système politique, il faut regarder bien au-delà de cette seule démission, qui n'est ni le symbole d'un échec personnel du ministre sur ce dossier, ni la marque de fabrique de ce gouvernement. Donc c'est pas spécialement ce gouvernement-là qui faisait appel aux lobbies. Les lobbies sont partout en politique. Les entreprises qui font pression sur les pouvoirs publics. Salut notre Cray. Ces racines sont plus profondes et permettent de saisir plus généralement comment les politiques publiques sont élaborées. Bon, c'est ça qu'on va voir ensemble. Allez. Donc c'est plus général, c'est pas forcément que sur l'écologie, quoi. Comment les politiques publiques sont élaborées. Depuis les années 90, le système politique français a intégré de nouveaux acteurs, des consultants en lobbying, qui sont venus s'ajouter aux représentants d'intérêts traditionnels, permanents d'organisations professionnelles, syndicales et associatives notamment. Le non-lobbying commençait alors sa carrière en France. De rare et réservé à une élite largement parisienne, il est devenu d'usage courant. Au début, c'était que les Parisiens qui parlaient de lobbying, les Parisiens riches, qui voyaient les lobbyistes faire. Les organisations défendant l'environnement ont adopté une position originale, nourrie de leur expérience politique à Paris et à Bruxelles, qui leur a permis d'interroger le fonctionnement des institutions. La liste est maintenant longue, des élus verts à avoir rendu public leur conception de la bataille politique. Je vois pas le rapport en... Je vois pas le rapport, comment est-ce qu'il bascule au vert là? Pourquoi est-ce qu'il nous parle des verts? Donc on dit depuis les années 90, il y a des lobbies qui apparaissent dans la vie politique française. D'accord. Ah oui. Face à l'action des lobbies, donc contre les lobbies. Non, c'est ça. Contre les lobbies, il va y avoir des organisations qui défendent l'environnement qui vont s'organiser. Des organisations, du coup, écolo, qui ont l'habitude d'avoir des expériences politiques, puisque soit ils avaient des mouvements à Paris, soit à Bruxelles, donc au niveau de l'Union européenne. Voilà. Donc, il y a des élus verts qui ont rendu public leur conception de cette bataille politique. Leurs conclusions sont radicales et convergentes. Cette lutte est inégale, inappropriée, perdue d'avance devant le poids des redoutables lobbies. Donc ça, les Verts sont d'accord avec ça, de dire, en fait, on lutte contre des lobbies qui ont tellement de puissance et d'argent que la lutte est inégale et on se fait raboter la gueule. Merci Krill. Soyez maudits! Merci Krill pour les 11 mois de soutien hydrolienne. Quoi?
Qu'est-ce qu'il dit? Merci beaucoup pour les 11 mois Merci beaucoup pour les 11 mois hydroliennes, j'allais dire, c'est terrible. Merci beaucoup, Krill. Retrouvez les propos de Corinne Lepage sur l'immobilisme quand elle était ministre entre 1995 et 1997. Lisez les récits de José Bové au Parlement européen sur les dossiers environnementaux. Écoutez Delphine Batho en 2013 au sujet de sa démission forcée du gouvernement Ayrault, ou reprenez le projet d'une politique agricole sans lobby de la candidate Eva Joly en 2012 et celui d'une sortie de l'état des lobbies porté par Yannick Jadot en 2022. Toutes et tous ont insisté sur le poids du lobbying jusqu'à ce que Nicolas Hulot en fasse la raison principale de l'incapacité de l'État à mener des politiques adaptées à la situation écologique. En gros, l'État ne serait pas en mesure de mettre en place les actions qui serviraient à la transition écologique parce qu'il est gangréné par les lobbies qui vont faire pression sur lui et qui vont empêcher la mise en place de ces actions. Dressons l'inventaire des points en litige et voyons ce qu'il révèle de l'état de la 5ème République. On peut le dire un désastreux, c'est sûr. 100% désastreux cet état. Voilà, je l'écris d'avance, je spoil le bouquin. Désastreux. La démocratie à la poubelle. Hein. Critique des lobbies sans anticapitalisme de Jadot. Oui, c'était clairement ça. Bah, c'est vidé de son sens, hein, d'ailleurs, hein, de faire une critique des lobbies sans être anticapitaliste. Mais ça, Jadot, il sait bien faire. Parce qu'en fait, dans l'opinion publique aujourd'hui, autant début des années 90, ce que disait l'auteur, c'est que c'était pas connu du grand public, le terme de lobby. Mais autant aujourd'hui, avec pas mal d'émissions de télé aussi, hein, pas mal d'articles et de travaux qui ont été faits par des journalistes, les gens ont appris que les lobbies existaient et comment ça pouvait fonctionner. Notamment le lobby du tabac, je pense qu'on a vraiment appris que bah, ça pouvait mener à juste la mort des gens, quoi. De faire pression sur les gouvernements pour éviter qu'il y ait des politiques sanitaires qui soient mises en place. Du coup, voilà. Donc forcément, les gens en ont beaucoup plus entendu parler. Et donc, si t'as envie de te faire élire ou que tu es en train de faire campagne, de dire je suis contre les lobbies, même si t'es un capitaliste et tout, ça fait bien, quoi. Ça fait bien, c'est paroles, quoi. Salut l'anti-stream. L'État et les lobbies, c'est les mêmes personnes. Bah, c'est les mêmes personnes. Oui et non. À certains moments de leur vie, tu peux être lobbyiste et puis après ministre, ou tu peux avoir ta femme qui est lobbyiste, ou ton cousin, enfin ta famille, tes proches, c'est les gens que tu côtoies, disons. Ça pourrait être toi, si tu n'étais pas en train de faire de la politique. Du coup, effectivement, ils sont très proches, ouais. C'est vrai, maintenant, il y a ça aussi, ouais. Les gens l'emploient mal quand ils n'aiment pas une catégorie de gens, ils les qualifient de lobby. Oui, bah on dit le lobby LGBT, mais en fait, c'est pas quand ils n'aiment pas une catégorie de gens, c'est volontairement un travail idéologique de destruction des mots. On est dans un bouquin de George Orwell ou quoi, alors? Non, mais en fait, tu prends un mot et tu le vides de son sens. Et du coup, on a entendu lobby à toutes les sauces, notamment à la télé. Et ça permet de dire, bah, si lobby, ça veut dire faire pression, eh bien, peut-être que des gens ont fait pression sur le gouvernement de Hollande pour mettre en place le mariage gay, tu vois, par exemple. Ça, c'est ce genre de truc, en fait. C'est ce genre de trucs qui vont être dits. Et donc, bon, bah, ça va être utilisé aussi par l'extrême droite, quoi. Non, mais là, c'est la manière qu'il y a de défendre ses intérêts qui est différente avec les lobbies. Mais je pense qu'il va l'expliquer. Après, il y a toute une branche de la science politique qui est spécialisée sur les lobbies. Peut-être que on pourra lire des trucs là-dessus, ça vous intéresse? Là, vous avez une définition si vous voulez. Qu'est-ce que le lobbying? Ce mot désigne l'ensemble des pratiques utilisées pour tenter de modifier la composition d'un texte normatif. Essaye de modifier une loi, les règlements ou des normes techniques. Ça peut être aussi de favoriser ou d'empêcher la signature d'un texte en discussion. Typiquement, il y a des lobbies qui viennent avec un projet de loi entièrement écrit de A à Z qui donne à des députés européens et hop, t'as juste à relire et à le faire passer, quoi. C'est quand même triste, hein. Ces pratiques vont de l'écriture d'argumentaires à destination des décideurs, les décideurs, à la préparation de pans entiers des dits textes, des articles, des amendements, des exposés de motifs, en passant par des rencontres, des négociations, des auditions permettant de présenter des points de vue spécifiques.
Aucune pratique n'est interdite en tant que telle. Les bornes sont fixées par le code pénal avec la corruption, fournir un avantage aux décideurs, et le trafic d'influence, dons, contre-promesses ou mobilisation d'un carnet d'adresses à des fins personnelles. Mais vous voyez, c'est là que la logique, elle est un peu... Vous voyez, c'est un peu... flou, quoi. C'est-à-dire que si t'en tires un avantage personnel ou que on t'a fait une promesse, bah là, t'es corrompu si t'acceptes un truc des lobbies. Mais sinon, si t'acceptes un truc des lobbies parce que ça te semble pertinent, c'est bon. Mais du coup... Bon, après, il faut des preuves et c'est les juges qui s'en occupent et qui font tout ce travail-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur Blast qui parle d'Eva Joly et qui revient sur son travail de juge au parquet financier. Enfin, oui, ouais, de son travail de juge financière, quoi, bref. Et qui revient sur ses affaires de corruption, n'hésitez pas à regarder ça, ça parle de ça. Et on voit que c'est un lien direct avec l'écologie parce que du coup, les lobbies, ils font pression. C'est des personnes qui sont de grands groupes, de grandes entreprises capitalistes. Ils vont faire pression, ils vont négocier, ils vont amener des textes de loi qui sont jamais en faveur de l'écologie ou de la transition écologique. Donc quand on lutte contre la corruption, on lutte aussi pour l'écologie. Donc n'hésitez pas à regarder le portrait sur Blast, j'ai mis le lien dans le chat. C'est en lien direct. Et oui. C'est comme ça que l'on se retrouve avec 15 élus différents qui présentent tous un même projet à la virgule près qu'ils prétendent tous avoir écrit eux-mêmes. Oh là là. Je sais pas du tout comment ça marche pour les US, du coup, vu que c'est très éloigné de moi. La politique américaine, je la maîtrise beaucoup moins, leur système. Les élus et les ministres écologistes adoptent le plus souvent la rhétorique du battu pour expliquer la réforme qu'ils n'ont pas pu mener, ou pour justifier leur renoncement à continuer à exercer le pouvoir. Donc quand ils quittent un ministère, là, les ministres écolos. Parfois, un moment d'euphorie leur fait reconnaître que contre les lobbies, on a gagné des batailles. Voici ce que dit José Bové dans un entretien en 2014. Mais le plus souvent, il souligne qu'écologie et politique sont inconciliables du fait des intérêts économiques qui font systématiquement pencher le système politique en faveur du capitalisme. Ce discours n'est pas uniquement du storytelling. Il traduit une difficulté fondamentale. Faire de la politique avec des idées écologiques face à la domination des idées libérales est un défi sous l'ère d'Emmanuel Macron comme avant. Ça, c'est vrai, ça. En fait, si tu veux faire de l'écologie, il faut que tu te sortes du capitalisme. Sauf que le courant dominant, il est capitaliste aujourd'hui. La manière qu'on a de voir le monde, elle est à travers ces lunettes-là. Donc c'est très très dur de proposer un autre projet de société. Les écologistes sont confrontés à deux obstacles qu'ils ne peuvent surmonter. La première chose, maîtriser la distribution des places autour de la table de la négociation et définir la composition du menu des discussions. Donc non seulement les discussions politiques, des fois le contenu il est amené par des lobbyistes, mais en plus il y a des lobbyistes pour négocier à la table. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? T'es obligé de négocier avec des grands groupes. Oh là là. Commençons par ce qui se joue avant d'arriver à cette fameuse table de négociation. C'est la principale table de négociation, c'est celle autour de laquelle se réunit le gouvernement tous les mercredis. Depuis la fin des années 70, les écologistes arrivent dans le système politique français en ordre dispersé et ne bénéficient quasiment jamais du soutien d'une organisation politique homogène et populaire. C'est ce que Nicolas Hulot a exprimé en soulignant son isolement à l'Élysée. Donc en gros, les écolos ont tendance à être un peu isolés. Pas plus qu'ils ne savent composer une coalition des défenseurs des causes et des intérêts compatibles avec leurs projets politiques. Alors que des organisations non gouvernementales comme les ONG sont maintenant nombreuses et dotées de ressources symboliques, leur expertise humaine, leurs permanents et leurs militants, et parfois financières, France Nature Environnement ou Greenpeace notamment. Donc en gros, ils sont séparés aussi du monde associatif, quoi. Quand tu deviens militant vert, on va dire, militant politique vert. Chez les Verts, on parle d'Europe Écologie Les Verts là. Salut Daïgou. Les acteurs avec lesquels les écologistes doivent interagir ont donc des ressources dont ceux-ci ne disposent pas. Nombre des organisations qui agissent auprès des ministères de l'Environnement cumulent expertise technique, omniprésence dans les grands corps de l'État, du secteur énergétique par exemple, et capital politique. Ouais, c'est ça. Expérience en cabinet ministériel, relations privilégiées avec les élites au pouvoir. Donc en gros, les écolos, ils ont pas tout ça, quoi. Ils sortent pas des grandes écoles,
et ils n'ont pas déjà traversé les cabinets ministériels. Les places autour de la table étant souvent distribuées avant leur arrivée à des imposants, des habitués à abuser de leur position dominante dans le système politico-économique. Le premier exploit des défenseurs de l'environnement est en règle générale d'introduire de nouveaux acteurs autour de cette table. Donc le miracle, c'est déjà qu'ils soient là et qu'ils puissent proposer à de nouvelles personnes de venir négocier comme ça. Mais en vrai, déjà, ils n'ont pas les codes et ils viennent pas de ce monde-là. J'ai l'impression qu'on m'appelle toutes les 2 lignes. Désolé Greenpeace. Hein. Épuisés par ce premier fait d'armes ou déçus d'avoir échoué, les discussions qui s'engagent tournent rarement à leur avantage. C'est ce qu'a exprimé Nicolas Hulot en insistant sur le fait que la présence à l'Élysée de Thierry Coste, représentant du lobby de la chasse, avait été la goutte d'eau ayant fait déborder le vase. « Je n'y crois plus », a-t-il reconnu. Cette séquence mérite qu'on s'y arrête. Donc ça, c'est juste pour montrer un exemple hein, de ce à quoi ressemble le travail des écolos quand ils sont dans des ministères. Et on parle pas des plus radicaux, hein, parce que Nicolas Hulot, clairement... énorme capitaliste lui aussi, hein. Il n'est pas du tout contre tout ça. Thierry Coste est ce fameux lobbyiste à qui, depuis plus de 10 ans, la presse décerne régulièrement le titre d'homme le plus influent de France. En effet, il représente parfaitement l'image que les journalistes se font du lobbyiste. C'est quelqu'un qui peut, face à la caméra, soutenir qu'il manipule les élus. Ah ouais? Ah ouais, le mec il dit ça, il en a rien à foutre. Il a absolument aucune honte. Je suis scandalisée. Sanctionné par l'Assemblée nationale pour port illicite d'un badge de collaborateur, il a piqué le badge d'un collaborateur... Enfin, on lui a donné le badge d'un collaborateur parlementaire pour qu'il circule à l'intérieur de l'Assemblée nationale alors qu'il n'a rien à faire là-bas. Mais non. Le mec, il a dupliqué le badge. Mais non. Ah bah c'est facile, hein. Si t'es directement sur le lieu de travail... des gens qui font passer les projets de loi au milieu d'eux, bah c'est facile. Non mais... Oh, les mecs, ils ne risquent rien, donc pourquoi est-ce qu'ils se feraient discrets? Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc sanctionné par l'Assemblée nationale pour port illicite d'un badge non reconnu par ses pairs, pointé dans un rapport de la Cour des comptes pour des prestations aussi floues que ses tarifs étaient élevés, le personnage est le plus médiatique des lobbyistes, mais le moins représentatif de cette profession. Ah oui, alors ça c'est vrai, parce que quand t'es lobbyiste, la plupart du temps, tu fais pas de coups d'éclat et t'es quelqu'un de l'ombre, quoi. Bon, lui, c'est le mec qui en fait des caisses, quoi. Donc, les lobbyistes, en général, ce sont des gens qui ont un cursus universitaire très précis, sciences politiques et droit notamment, et qui sont passés majoritairement par la politique institutionnelle ou des métiers de communication. C'est mes camarades de promo, quoi. En laissant dire qu'il prenait des décisions à la suite du conseil d'une personne dont la présence à l'Élysée n'est justifiée par aucun texte ni procédure, le président de la République s'est mis dans une position délicate. Ah, il a dit ça? Je me souvenais pas qu'il avait dit ça. Il a dit qu'il avait pris une décision suite à quelqu'un qui n'a rien à voir, qui n'a rien à faire là, quoi. Super. Comme les précédents présidents n'ont pas plus pris la peine de démentir les faits d'armes qu'il fait passer dans la presse. Ah, parce qu'il se vante! Non, 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 c'est parce qu'en fait, Thierry Coste, là, le lobbyiste de la chasse, il se vante de réussir à faire passer tel projet de loi et après, c'est pas démenti. Voilà. Ils n'ont pas pris la peine de démentir les faits d'armes qu'il fait passer dans la presse. Il se vante d'avoir eu l'écoute de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. On peut se rassurer en considérant que la relation particulière qu'il dit avoir avec Emmanuel Macron n'est qu'une tentative de plus de faire croire dans son pouvoir et dans celui des chasseurs. Ouais, après, Macron, il est vraiment pro-chasse, hein. Puis la vieille chasse à cour et tout. Enfin, il est très réactionnaire et traditionnaliste, quoi. Très croyant aussi. En dénonçant la présence de Thierry Coste à l'Élysée, Nicolas Hulot a attiré l'attention d'un nouveau trou noir dans la Ve République. Par convention, les professionnels de la politique reconnaissaient comme le lobbying nécessaire pour alimenter en information et en données statistiques le débat et la réflexion lors des phases de consultation. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Les gens qui font de la politique sont persuadés de ça. Ça correspond à son idée de la cour moderne. Non, alors... ah oui, tu veux dire pour Macron et la chasse. Oui, oui, oui. Oui, oui, Macron... oui, ça, c'est vrai. Par contre, là, je croyais que tu parlais des lobbies qui grouillaient comme ça à l'Élysée, ou en tout cas qui grouillent autour des lieux de pouvoir. Ça, pour le coup, c'est une véritable croyance qu'ont les politiciens. C'est qu'ils se disent qu'il faut qu'ils soient en contact avec la société civile. Donc la société civile, c'est
des gens qui ne sont pas en exercice politique, quoi. Des gens lambda. Mais les gens lambda, pour eux, ça peut être des médecins. Enfin voilà, c'est les gens lambda, là, je vous parle pas des gens que vous croisez à Carrefour en bas de chez vous, non. Je parle vraiment de tous les gens qui ne font pas de la politique. Donc ça, dans leur tête, il y a ce truc-là de on doit être en lien avec la société civile pour prendre des décisions. Il ne faut pas qu'on soit hors sol. D'où le fait qu'ils vont aller faire des déplacements, ils vont serrer des mains à des gens. Je parle hors campagne électorale, hein, parce que pendant la campagne électorale, ils essayent de faire ça pour évidemment obtenir des voix. Mais en dehors de la campagne électorale, ils se disent, voilà, il faut qu'on soit en lien, comme ça, avec la société civile, pour ne pas être hors sol. Et donc, leur manière de ne pas être hors sol, et en lien avec la société civile, ça va être de passer notamment par les gens qui fréquentent leur cercle de pouvoir, donc notamment les lobbies, parce qu'ils considèrent que les lobbies leur donnent des sources et des informations. Ils sont tellement cons qu'ils sont pas en mode je me fais manipuler pour des intérêts et tout, c'est genre non, ça aide mon travail et puis on a les mêmes intérêts en fait. Ce qui est vrai, hein, ils ont les mêmes intérêts la plupart du temps. C'est pas tant qu'ils sont cons, mais c'est qu'ils protègent leurs intérêts et qu'ils ont les mêmes intérêts que les lobbies, quoi. Mais bon. Donc voilà, donc ils considèrent, les professionnels de la politique, qu'ils sont reconnaissants envers le travail des lobbyistes, qu'ils considèrent comme nécessaire pour alimenter en informations, en données statistiques, le débat et la réflexion lors des phases de consultation, avant qu'apparaissent les projets de loi. Voilà. Pourquoi ne pas faire des instituts publics compétents avec des sociologues? Mais non, parce que les sociologues, ils sont militants. Les chercheurs, ils sont militants. Là, c'est neutre, ok? Soyez maudits! Merci Griffon-Pierre pour le prime et les 10 mois de soutien. 10 mois à quasiment jamais rater les live lectures. Merci beaucoup. Merci Griffon-Pierre pour les 10 mois. Ça fait plaisir. Le rendez-vous des live lectures, bien sûr. Non, mais alors pour le coup, je suis très premier degré là-dedans. Quand vous regardez les députés, en fait, les députés, ils vont avoir besoin de rencontrer les entreprises, les machins. Ils vont dire, on m'a fait état de ça. On m'a fait remonter telle information. Et pour eux, c'est très important. C'est le contact avec la population dans leur tête. Donc oui, oui, oui. Les politiciens récupèrent des éléments de langage auprès des lobbyistes. C'est ça. Mais pour eux, c'est un véritable contact avec la vraie vie, pour le coup. C'est pour ça que je vous dis que c'est une forme de croyance. Mais parce qu'ils parlent la même langue aussi. Donc, dans leur tête, les lobbyistes vont traduire, entre guillemets, un état de fait. Et en vrai, les politiques, ils parlent pas la même langue que les chercheurs et les scientifiques. Ils se comprennent pas, les deux. Parce qu'ils sont pas du même monde. C'est pour ça que tout à l'heure, vous disiez, politiciens et lobbyistes, c'est la même chose. Je vous disais, non, ça dépend. À quel moment dans ta carrière, et c'est les gens que tu fréquentes. Mais en fait, du coup, c'est ça. C'est que les politiciens et les lobbyistes viennent du même monde, qui est le monde, du coup, de savoir imposer sa vision des choses et être dans les sphères de pouvoir. Ils ont la même manière de parler, de se côtoyer, ils se comprennent. Alors que les chercheurs, les universitaires, c'est un autre monde, quoi. Et que c'est pareil pour les gens qui ont des métiers plus en dehors de tout ça, quoi, qui sont genre caissiers, caissières... grande surface, femme de ménage, tous ces trucs-là. En fait, ils se comprennent pas, ils sont pas du même monde. J'ai l'impression que c'est moins une excuse pour camoufler un éventuel conflit d'intérêts. Alors, il y a des conflits d'intérêts, il y a de la corruption, ça c'est un truc indéniable, mais il y a une véritable croyance dans la nécessité d'être connecté avec les vrais gens, et dans leur tête, ça passe par le monde de l'entreprise aussi, et donc par les lobbyismes. Par les lobbies, pardon. Et que le lobbyisme, c'est quelque chose de normal. En fait, les deux vont ensemble. C'est que c'est parce que tu crois que c'est normal que les lobbies soient là et que tu considères qu'ils te donnent des données que tu n'aurais pas autrement et que tu vas finir par fréquenter des gens de ces 10 lobbies qui vont là te proposer des choses et que tu vas sombrer dans la corruption, vous voyez? Mais la corruption n'est pas là de base, quoi. C'est à force de se fréquenter, quoi, que ça peut arriver. C'est des possibilités, quoi. Donc voilà. Donc je relis la phrase parce que c'est important. Les professionnels de la politique reconnaissent que le lobbyisme est nécessaire pour alimenter en information et donner statistiques le débat et la réflexion lors des phases de consultation. En revanche, il est communément admis que la délibération finale, donc ça c'est pendant la consultation, c'est normal de parler au lobby. Par contre, pendant la délibération finale, il est communément admis que ça doit se faire à huis clos, sans représentant ou témoin non accrédité. Donc qu'il ne soit pas un élu, quelqu'un de nommé. Donc il n'y a pas les journalistes ni les lobbyistes au moment de la prise de décision. Évidemment, nombreux sont ceux qui tentent de reprendre la parole une fois les auditions terminées,
visiteurs du soir et porteurs de dernières recommandations sont monnaie courante, sans que l'on sache s'ils ont une efficacité particulière. En revanche, la réintroduction d'un représentant d'intérêt lors de l'arbitrage final sort du cadre du fonctionnement normal des institutions. Donc là, le fait que Thierry Coste, le lobbyiste de la chasse, soit venu, c'est pour ça que ça a fait péter un plomb à Nicolas Hulot, c'est parce que le fait qu'avant il fasse pression, d'accord, ça fait partie du truc, mais le fait qu'il soit là lors de l'arbitrage final et de la décision finale, là ça montre qu'en fait ils en ont plus rien à foutre, quoi. Voilà. Cette corruption, ça passe pour un échange de bons procédés pour les deux parties. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Je vais prendre une pause. Est-ce que vous avez eu des pubs sur le stream? Dites-moi. Parce que j'ai regardé beaucoup de streams aujourd'hui, avant mon propre live, en attendant mes réunions et tout. Et pendant que je faisais des trucs dans mon appart. Et tout le monde... Enfin, je me suis tapé des pubs toute la journée sur les autres lives. La pub, quand vous lancez le stream, c'est normal. Pourquoi j'ai rien, moi? Ah, j'ai pas été mis dans la boucle... Yes! J'ai pas été mis dans le test de pub. Je sais que j'ai dit non à leur programme publicitaire à Twitch. Et ils arrêtent pas de m'envoyer des liens en mode « inscris-toi ». Peut-être que certains se sont inscrits il y a longtemps et maintenant sont niqués. Et quand ça ressemblait pas à ça, je sais pas. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai passé ma journée sur Twitch et vraiment, j'ai eu de la pub sans que les streamers la lancent. Donc, je sais pas trop. Peut-être qu'ils sont en train de faire des tests Twitch. Hein. Donc, plus t'enlèves les options plus il y en a. Ouais, j'ai essayé de les enlever, mais bon, je sais pas trop. Oui, la pub s'infiltre partout maintenant. Non, mais surtout que vraiment, j'ai regardé pendant 3 heures Twitch et j'ai eu genre 3 pubs. Mais en fait, j'ai eu 3 pages de pubs différentes. Et c'est pas une pub, c'est 4-5 pubs à la suite. Donc ça dure plusieurs minutes. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Je prends une pause. Je vous laisse avec ma chaîne de best-of. N'oubliez pas qu'un nouveau best-of, c'est pas sorti et est sorti, hein, évidemment. N'oubliez pas. Oh! Je vous mets le lien dans le chat. On en apprend plus sur le volcan, et oui. Je reviens dans 2 minutes. Petite pause. Merci la purée, c'est ça. A tout de suite le chat pour la suite du bouquin. A tout de suite. C'est quoi cette photo de moi? Allô, oui, mal soir à toutes et à tous. J'arrive. Bon, j'arrive, je ne sais pas si c'est vraiment moi qui arrive ou quoi, je me reconnais pas, hein. Le changement est total. Écoutez, ces cheveux ont été coupés au ciseau de cuisine. Et vous avez vu? J'ai pas du tout la même tête, hein. J'essaye d'ouvrir la porte. Peur, Impossible d'ouvrir la porte. Désolée. Quelqu'un peut essayer d'ouvrir... Ah! C'était quoi, ça? Il attaque! Quand la lumière clignote, c'est qu'il est à côté et qu'il attaque. Il est là, ma fille, il est derrière, il y avait sa tête. Vous avez pas vu son crâne? Quelqu'un a enregistré? Quelqu'un a pris une photo? J'ai laissé tomber l'appareil photo quelque part en prenant la théière. En prenant la théière. Heureusement qu'on est à plusieurs, sinon ce serait la panique. J'arrive pas à ouvrir? C'est normal que j'arrive pas à ouvrir? Ah, ok, il faut la tirer. Je rentre dans le garage. Oui, je te suis. Bah, c'est un sous-sol, c'est pas un garage en fait. Ditz? Allô? On a perdu Ditz. Elle est morte, hein? On a perdu Ditz? Oh non, putain, elle est morte? On l'a perdue? Ditz, réponds-nous. Peut-être que le signal est brouillé dans le garage. Peut-être que le signal est brouillé. Mais le voyant est vert, donc le disjoncteur est bien allumé, on peut remonter. On va... Je crois qu'elle a vu le fantôme et elle est... Au secours, j'arrive plus à parler. À l'aide. Je remonte. Attends. Ouais. Dites, il y a son cadavre. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est là. Il y a son cadavre. Il y a son cadavre avec son émetteur qui trouve les fantômes. Elle n'a même pas pu enregistrer la peur. Oh non.
Mais Il y a Bulle qui arrive plus à parler. du coup, quand le fantôme est apparu, il l'a buté? Il l'a tué. Il l'a tué. À l'aide. Pensons efficace. Regroupons toutes ces affaires. Ok, ok. Il y a une petite larme qui coule. Mais alors... Oh putain, sa tête. Je viens de voir sa tête. Je vous jure, c'est terrible. Nous sommes réunis ce soir pour porter grâce à la sainte Dits. Dits, porteuse de la frange, nous a rejoints aujourd'hui pour nous apprendre, nous faire suivre la voie sacrée. Oui, bientôt, l'entièreté des femmes de France porteront la sainte frange. Aïe aïe aïe, je suis fatiguée. En fait, j'ai été frappée à la porte pour chercher des bonbons avec une belle-mère déguisée en Slutty, Monster et compagnie. Je sais pas si vous visualisez un petit peu. Attendez, je vais vous montrer. Slutty. Oh là là. La flemme. La flemme. De continuer à lire. Je suis une énorme flemmarde, moi, aujourd'hui, là. Putain. Ouais, le best-of changera à un moment, bien sûr. On en était où? Tu viens t'incruster, Mando? Oh, j'ai la flemme, hein. Juste au moment de Slutty, Monstre et compagnie. Ouais, je sais très bien ce que vous avez. Vous avez tout le temps le même extrait parce que j'ai tendance à prendre mes pauses toilettes tout le temps au même moment aussi. Fais voir combien de temps il reste. Non, on va être obligé de lire ça. Hein. Ok, Mando, viens. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Il tourne partout. Ah, vas-y, viens. Oui. Ok. C'est bon. Chat sur les genoux. C'est parti. Donc, je vous propose... Ça marche pas, ça? C'est une vanne? Vous voyez pas la diff. Ok, pas grave. Nicolas Hulot a jeté l'éponge après avoir croisé le lobbyiste chasseur. Oui, ça, c'est ce que je vous disais. Mais là, on était à ça, voilà. La politique des petits pas. Le lobbying, pardon, pose une autre difficulté. Aucune règle ne l'interdit. Techniquement, c'est ok de le faire, quoi. Ce qui invite à croire qu'il n'y a rien à en dire. Puisque ni la Constitution, ni les présidents n'en parlent, à l'exception de François Hollande, qui est le premier à avoir utilisé le mot publiquement, et ouvert un chantier législatif sur la question. Ah ouais, sinon c'est vraiment en loose day, quoi. Personne n'en parle. Le lobbying repose peu sur du droit et se déploie dans des angles morts du cadre juridique national et des zones grises du système politique. C'est ça, c'est une zone grise. Où certaines pratiques peuvent faire l'objet d'une interrogation éthique. Oh bah, plus qu'une interrogation. Hein. Mais ouais. C'est toi face à toi-même, face au lobbyisme, quoi. Et ton éthique. Malheureusement, il n'y a pas de loi qui encadre quoi que ce soit. Ça reste que l'on sait. Non mais c'est vrai que, franchement, au début, quand les gens ont dû entendre parler de ça, ils ont dû se dire, non mais c'est quoi ces délires conspi là? Genre, il y a des gens qui viendraient avec des projets de loi comme ça, à donner aux politiciens toutes clés en main. Enfin, ça serait bizarre. Franchement, ça a dû faire bizarre au début. Hein. Donc, il y a certaines pratiques qui peuvent faire l'objet d'une interrogation éthique. Cela va des moments de sociabilité, les repas principalement, aux échanges tels que les cadeaux d'une valeur inférieure à 150 € ou des interactions hors protocole et procédure. Donc, en dehors du cadre d'une loi, ils mangent ensemble, ils se payent des petits repas. Déclarer tout comme un Parlement européen, ça devrait être le minimum absolu de base. Oui, c'est clair, ouais. Ouais. Ces trous noirs sont connus de tous, mais subtilement cachés derrière la façade des institutions. Quand, comme les écologistes, on prétend devenir une force de proposition dans ce système, il faut accepter d'entretenir la vision officielle de la vie politique. Cette façade qui doit rassurer les citoyens. La loi est forcément l'expression de la volonté générale et la politique la garante de l'intérêt général. Ouais, c'est ça. T'es obligé de faire semblant que tout tient pour pouvoir faire passer tes trucs.
Et tu dois... parce que sinon, tout le monde paniquerait. Je vous dis, un écolo qui rentre là-dedans, un écolo radical qui rentre au gouvernement, bon, déjà, ça n'arriverait pas. Mais s'il y arrive et qu'il dit, mais attendez, il se passe ça, 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 les gens vont le prendre pour un conspi, quoi. Tellement les gens vont pas y croire. Tellement dans l'opinion publique, en fait, on parle pas de tout ça. Dans les médias traditionnels, on en parle très peu et du coup, c'est assez méconnu. Bon, après, là, on en parle plus en plus des lobbies, quand même, mais bon. Salut, Narcisse. Mes cheveux m'embêtent. Je me souviens plus du traitement médiatique de Nicolas Hulot quand il est parti. Mais bon, après, on en parle quand même très peu et de manière restreinte. Je viens de me baver dessus. Super. Le concept est quand même très complot-friendly. Ça renvoie à l'idée qu'en vérité, ceux qui décident sont dans l'ombre. Oui, oui. Alors qu'en fait, bah, c'est pas ça dans les faits. C'est pas ceux qui décident sont dans l'ombre, c'est que tu peux faire pression sur ceux qui décident quand tu viens des mêmes cercles qu'eux, que tu parles la même langue et que tu partages des intérêts avec eux, quoi. Mais oui. Les écologistes, comme tous les autres, perçoivent que cette façade cache des faits qui détonnent. Leur trajectoire sociale, leur appartenance partisane et associative, leurs croyances, tout ce qui les prédispose peu à devenir des défenseurs de cette conception de la politique, et beaucoup trouvent que ces dissonances entre la théorie politique et la pratique sont insupportables. C'est ça, ils le vivent très mal une fois qu'ils sont dans ce gouvernement, quoi. C'est très éloigné de leur conception de faire de la politique, puisqu'ils n'ont pas les mêmes trajectoires que les autres politiciens. En revanche, dans les réseaux militants, l'exaspération monte. Le thème du lobbyisme insupporte tant cette dissonance est une manifestation fréquente de l'incapacité des professionnels de la politique à comprendre les vrais enjeux et une nouvelle preuve de la mainmise des milieux des affaires sur les professionnels de la politique. La vision que les écologistes tentent de faire passer est donc une autre conception de la politique, un autre paradigme qui insiste sur le fait que la coulisse l'emporte actuellement sur ce qui se passe sur scène. C'est ça, et là du coup t'as l'air conspi quand tu dis ça, c'est ça hein. Dans cette logique, il faut moraliser le métier politique, réguler certaines pratiques, comme la fourniture d'amendements, neutraliser le monopole de certaines organisations, comme Total, le Corps des Mines, etc. Bref, le système politique institutionnel, s'il n'est investi que par des partis classiques, ne peut prendre en compte l'environnement. Et au-delà de cette incapacité, le processus politique dominant est incapable, à cause du cycle électoral, donc c'est ce qu'on disait, hein, être élu tous les 5 ans, de cadrer les enjeux écologiques de longue durée. C'est ça. Moi, ça, on en avait parlé du coup au début de la lecture. C'est très compliqué parce que là, on est sur des enjeux qui sont sur des décennies, voire plus, et que les gens sont élus pour 5 ans, donc n'en ont rien à foutre. Ils se disent, ça sera aux autres de gérer la merde, quoi. Comme le disait Nicolas Hulot au micro de France Inter le 28 août 2022, la politique des petits pas n'est plus possible du fait des enjeux environnementaux. Une nouvelle fois, mais pour une autre raison, changer de paradigme est l'enjeu. Cette image des petits pas, utilisée par les écologistes, reprend à son compte un constat largement partagé par les spécialistes de l'analyse des groupes d'intérêt. Donc ça, c'est les politistes, hein, des gens qui sont spécialistes de sciences politiques, qui s'intéressent du coup aux groupes d'intérêt. Certains vont d'ailleurs plus loin en soutenant que la politique institutionnelle, face aux affrontements entre lobbyistes et professionnels du plaidoyer, le milieu des affaires contre la société civile, ou autrement les intérêts contre les causes, ne peut malheureusement pas avancer et se retrouve contraint au statu quo. Donc il n'y a rien qui avance, quoi. On est bloqué. Finalement, cette critique de la politique des petits pas met le régime de la Ve République en situation d'incapacité statutaire devant les enjeux environnementaux. Donc là, en fait, ce qu'est en train de dire le politiste, là, enfin la personne qui a écrit le texte, c'est que tant qu'on reste dans la Ve République, on ne peut pas faire de transition écologique. Parce que son mode de fonctionnement ne le permet pas. C'est super. C'est le monopole qui est critiqué. Le fait que ça soit que des hauts fonctionnaires, par exemple, qui prennent les décisions. C'est le monopole qui était critiqué. Total a un monopole, par exemple. Bon, bah les hauts fonctionnaires ont un autre monopole, qui est celui de gouverner.
Le souci est lié à la baisse du niveau des députés. Ouais. Je suis pas... Je vois ce que tu veux dire, mais... Je pense pas que le souci vienne de là, quoi. Toi, là, t'as une bonbonne qui fuit de tous les côtés. Tu vois la plus petite fissure, il était en mode « Oh, le niveau a baissé quand même. Avant, ils savaient faire leur projet de loi eux-mêmes. Là, maintenant que... Voilà qui s'appuient sur les lobbyistes. » Enfin... Le problème, c'est que juste le lobbyisme soit pas encadré du tout, en l'occurrence. Parce que là, t'es en train de dire que ça repose sur un talent et des capacités personnelles de quelqu'un qui serait capable de faire le bon arbitrage entre ça, le lobby me propose un vrai bon truc. Là, non. Non, en fait, le fait même qu'il puisse faire ça, c'est abusé. En économie totale, c'est pas un monopole. Non, mais arrête. Arrête. Ça veut pas dire que ça écrase pas la concurrence, quoi. C'est de la mauvaise foi, là. Même des économistes diraient que Total est en situation de quasi-monopole, donc bon. Oui, c'est ça. Avant, les hauts fonctionnaires faisaient les lois, c'était à un peu plus long terme sur la France. Oui, peut-être. Peut-être. Mais ça change pas grand-chose. La suite, ça. Dans de nombreux comptes rendus médiatiques des affaires de lobbying, le cadrage retenu inculpe le même coupable, les lobbyistes des milieux des affaires, dans l'incapacité des gouvernants à engager les réformes tenant compte de l'urgence climatique. Donc à chaque fois, quand les décisions ne sont pas prises concernant l'urgence climatique, derrière, il y a des lobbyistes du monde des affaires qui sont là en mode « Ah, on n'en veut pas, ça nous intéresse pas ». Mais ça, c'est le cadrage, on va dire, dans les médias traditionnels. Mais ce cadrage exclut en fait deux acteurs de la scène. D'une part, ceux qui sont logiquement au moins complices ou au moins co-auteurs en tant que décideurs. Donc les gouvernants qui ne prennent pas les décisions ou qui les prennent. La majorité au pouvoir est celle qui a adopté le texte. Ils n'apparaissent alors uniquement que comme victimes de la stratégie des lobbies. C'est ça, c'est les pauvres, ils se font manipuler. Ou alors, les pauvres, ils sont si bêtes qu'ils se font avoir. Ils ont baissé de niveau. D'autre part, et plus ironiquement, certains acteurs ne sont pas mentionnés ou alors uniquement comme les perdants de tel ou tel dossier, comme les représentants des ONG, les associations environnementales ou les autres défenseurs des causes concernant la nature. Comme le souligne Pierre Lacoume, depuis les années 70, ce sont les mobilisations associatives et leur interaction avec les réseaux administratifs et politiques qui ont produit l'action publique. En matière des prémices de la politique environnementale. Donc, les prémices de la politique environnementale, ça vient justement des mobilisations associatives. Qui ont réussi à... Le mouvement social et sa force a réussi à en faire entendre sa voix. L'analyse des interactions que les gouvernants, exécutifs nationaux ou territoriaux et parlementaires nouent avec les lobbyistes permet de découvrir d'autres biais dans le fonctionnement des institutions de la 5e. Le principal biais, le principal problème de la 5e République, prend les traits d'une censure très classique. Pour la comprendre, on peut se tourner vers un politiste états-unien qui avait proposé une métaphore particulièrement efficace pour faire prendre conscience de la particularité des décideurs dans un régime pluraliste au début des années 60. Elmer Schatzschneider, dans The Semi-Sovereign People, insistait sur le fait que le lobbyisme est un chant d'autant plus doux aux oreilles des politiques qu'il étouffe toutes les autres voix qui pourraient être entendues, les sons dissonants, émis par les opposants à une mesure, comme les sons dissonants ou inaudibles des dominés ou des sans-voix. C'est ça. T'as d'autant plus envie d'écouter les lobbyistes que ça te permet d'ignorer les critiques. Et de ne plus prêter attention justement aux vrais gens. Parce que là, on te donne une solution un peu facile, quoi. Ça facilite leur travail. Que de ne pas avoir à prendre en compte les autres voix. Oui, Total, même si c'est une boîte privée, elle reste très attachée au pouvoir politique français. Oui, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord, mais ce qui fait qu'il continue à financer, que l'État continue à financer à hauteur de 18 milliards d'euros les énergies fossiles. C'est ce qu'on disait, pour 1 euro
investit, enfin pour 1 euro qui subventionne les énergies renouvelables, vous avez 2 euros qui financent et qui subventionnent les énergies fossiles. C'est sûrement parce que c'est Total qui est derrière tout ça aussi, quoi. Non, bon. Ça reste que c'est quand même scandaleux. Ah, la lumière 12 a lâché. Ça y est, c'est la fin. Allez, viens, c'est bientôt la fin de ce monde qui n'ente rien. Je vois plus rien pour lire, je vais devoir lire sur mon écran de PC. Quel enfer. Donc voilà, donc, on disait, le lobbyisme est un chant d'autant plus doux aux oreilles des politiques qu'il étouffe toutes les autres voix qui pourraient être entendues. Les sons dissonants, émis par les opposants à une mesure, comme les sons dissonants ou inaudibles des dominés ou des sans-voix. Ce phénomène de surdité n'est pas dû à la qualité du travail des lobbyistes, mais à l'écoute partielle des élites, qui entendent d'autant mieux un argument qu'il provient de leur alter ego social. Oh, mais qu'est-ce que je vous disais? C'est vachement plus facile de négocier et de trouver pertinent quelqu'un qui te ressemble socialement. Les autres qui sont trop éloignés de toi, tu les prends trop cons. Ils ne sont pas intéressants, tu ne comprends pas, tu ne parles pas leur langue. Voilà. En matière environnementale, l'écoute est partiale quand elle n'est pas arbitraire. Pour les élections présidentielles de 2012, l'écoute des candidats était parfaite pour toutes les demandes émanant des organisations d'élus, par exemple l'Association des maires de France. Et elle perdait en acuité à mesure que l'on s'éloignait des organisations dotées d'une notoriété et d'un potentiel électoral. Près de 70% des demandes qui sont adressées aux candidats n'ont rien suscité, ni réponse, ni traitement. Une des plus grandes questions posées par le lobbying est donc celle de la sensibilité des élites politiques et non celle de la qualité des stratégies déployées pour les convaincre. C'est ça. Donc là, en fait, il était en train de dire qu'en 2012, tout le monde veut faire du lobbying et veut essayer de faire pression sur les candidats. Mais il n'y a que certaines pressions, entre guillemets, certaines personnes qui vont être entendues, et c'est celles qui vont être les plus proches des candidats, qui vont leur ressembler le plus. Voilà. Très souvent, ils n'ont pas besoin d'être convaincus d'une mesure qu'ils auraient pu imaginer. Voilà. Tintin, tintin. Faute de pouvoir changer la sensibilité du personnel politique en place, peut-on attendre des modifications du régime? Mais non, on les dégage. On les dégage, les représentants, là. Ça dégage, tout ça, ça dégage. Ça dégage. La 5e, ça dégage. Les représentants, ça dégage. De toute façon, ils n'ont pas leurs meilleurs intérêts en tête, hein. Ils n'arrivent à concevoir que ce que eux-mêmes conçoivent déjà. Putain. Sans attendre un hypothétique changement institutionnel, le cadre légal instauré par la loi Sapin 2 oblige les représentants d'intérêt à s'enregistrer. Oui, donc maintenant les lobbies doivent s'enregistrer. Le dispositif, utilisé dans de nombreux régimes politiques, repose en France sur une base qui le rend bancal. L'enregistrement n'est requis qu'à partir du moment où le représentant d'intérêt travaille pour certaines catégories d'organisations et qu'il prend contact au moins 10 fois avec certains décideurs. Donc, certaines catégories, donc il y a des gens qui vont pas être pris en compte, et la répétition, au moins 10 fois. Ces deux conditions aboutissent à sortir du radar les cultes, les organisations d'élus, qui sont pourtant les plus écoutées, les cibles institutionnelles comme les hautes juridictions, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, ou le président de la République lui-même. Cette réglementation ne peut pas permettre de rééquilibrer le jeu en faveur d'un acteur particulier, ni d'alerter sur l'omniprésence de tel autre. Ah bah super. C'est super. Donc vraiment ultra insuffisant comme loi, quoi. C'est génial. Et maintenant, que faisons-nous de tout ça? Le système politique français actuel préserve la collusion entre professionnels de la politique et représentants d'intérêts, tout en laissant aux défenseurs de l'environnement une marge de manœuvre avec l'administration sur les sujets qui sont mis à l'agenda seulement. Donc la marge de manœuvre, elle est limitée. C'est seulement quand c'est à l'agenda politique qu'il y a une fenêtre d'opportunité, quoi. Mais sinon, les intérêts écolos, on s'en fout. Ce système permet donc d'avancer à petits pas en suivant les traces balisées par les détenteurs du pouvoir et en excluant ceux qui souhaiteraient aller trop vite ou trop loin. Donc que des petits pas qui bousculent rien. Avant d'envisager un nouveau système susceptible de redistribuer les cartes, peut-être faut-il commencer par enfin parler des conditions pratiques dans lesquelles la loi se coproduit. C'est ça. La loi se coproduit par, du coup, les décideurs et par les lobbies.
au lieu d'entretenir des mythes sur la fabrique de l'intérêt général dans le huis clos des institutions. Le huis clos des institutions, où il n'y a que des gens qui veulent défendre l'intérêt général de la nation, n'existe pas. Voilà ce que nous dit Guillaume Courty, qui est politiste. Ça n'existe pas. Voilà. Il y a une coproduction des lois, il y a des productions, il y a de la manière dont laquelle on produit les lois. Ben, elle défend des intérêts, et ces intérêts-là, ils ne vont pas avec les intérêts écolos. Ce discours de vérité, qui commence timidement à être énoncé, pourrait également avoir comme objectif de faire comprendre qu'il est logique d'avoir des représentants d'intérêt dans un système représentatif pluraliste. Oui, parce que là, à la table des négociants, t'as un lobbyiste de la chasse et t'as pas les autres, quoi. Donc c'est abusé. Quitte à ce qu'il y ait tout le monde pour négocier, c'est comme quand t'invites les syndicats, tu les invites tous, quoi. Sinon c'est abusé. À condition de pouvoir évidemment vérifier le respect de cette pluralité, oui. Tout comme il est totalement anormal de constater la présence dans le bureau du président d'un seul représentant. C'est ça. Ça, là, c'est clairement de la pression. C'est abusé. Salut la cantine. Eh ben, je pense qu'on peut tirer une bonne conclusion de ce chapitre. Hein. Là, les 2 chapitres qu'on a lus, ils étaient plus difficiles que ce qu'on a lu la dernière fois. C'est plus dense. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, ça montre bien que notre système politique n'est pas fonctionnel. C'est pas fonctionnel du tout, quoi. Donc si vous voulez la source complète, moi en vrai ça m'intéresse. C'est un bouquin qui a été fait par Guillaume Courty, du coup qui est spécialiste de la science politique, je le rappelle, politiste. Le lobbying en France, invention et normalisation d'une pratique politique. Donc il revient, il réhistorise un peu tout ça. Là il l'a passé à travers le prisme de l'écologie et comment est-ce que les idées écologistes n'arrivent pas, elles sont passées par les mouvements sociaux, mais ça n'arrive pas à passer via le lobbyisme, mais le lobbyisme en même temps. C'est que des gens qui se ressemblent, qui décident entre eux, donc forcément, ça fonctionne pas, quoi. Voilà, voilà. Et vous avez aussi en source Pierre Lascoum, Action publique et environnement. C'est plutôt la source qui montre comment est-ce que c'est les mouvements sociaux qui arrivent à mettre en place des actions publiques environnementales intéressantes. Ouais, la 5e est claquée au sol, on est bien d'accord. Bon, j'espère que vous avez survécu parce que c'était dense, ça. C'était dense. Ça va, vous êtes en vie? Bon, bah alors prochain stream, on lit ensemble. Le capitalisme alors. Parce que là, on a lu que sur les décideurs. Sur l'État et les décideurs. Donc on lit sur les capitalistes alors. Ceux qui font le lobbyisme, justement. Et puis la semaine d'après, par contre, encore après, on passera au truc positif. Écologie émancipatrice, s'en sortir, d'autres mondes sont possibles. Enfin, tout ça, quoi. Toujours debout, toujours la banane. Mando, t'as la banane? T'as la banane? Il a la banane. Je vous propose un petit react C'est pas sorcier maintenant. Alors, on n'est pas bien là? Ah pardon, j'ai viré le chat. Je voulais pas faire ça. Voilà. Merci Sun Placeholder pour les 34 mois de soutien. J'ai tout compris. Non. Oh, désolé. J'ai tout donné, hein, mais c'était dur à synthétiser. Surtout avec mon placebo de... Mon placebo alcoolisé, là. Bah, l'état des lieux est pas très bon. Bah, après, il y a un état des lieux qui était bon au début, là. Sur... Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de dormir? T'as pas envie que je te touche? C'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Laisse-moi dormir, connasse. Tu me saoules. Je le laisse, je le laisse. Mais oui, du coup, je trouve que c'est... Non, en vrai, je trouve que la première partie sur la planification écologique, elle était intéressante parce que ça montrait que on avait les évaluations et les bilans, il restait plus qu'à faire. Donc techniquement, on vire la 5e, on vire les décideurs et on fait. Après, voilà, c'est international tout ça. La France ne suffit pas, mais voilà. C'était quand même intéressant de dire qu'on avait tout clé en main, quoi. Les bilans sont là. Mais ouais, franchement, il est bien ce bouquin. Mais là, c'était un peu dense. Hein. Là, fou, c'était la reprise des lectures pour moi et on est tombé sur des trucs bien denses, là. Ça m'a bien fait suer, hein. Pour comment vous vulgarisez tout ça. Non, c'est pas science politique only dedans. Mais là, et comme on était en train de parler de l'État, bah, les spécialistes de l'État, c'est des gens qui font de la science politique. C'est assez normal.
Bah là, on a lu des trucs très techniques, mais c'était aussi la manière qu'ont d'écrire les gens. En fonction de comment les gens écrivent aussi, ça change beaucoup de choses. Hein. Je prépare le setup pour C'est pas sorcier. C'est la détente maintenant. Hop. Ouais, les mécanismes de fonctionnement de l'État, c'est compliqué, ouais. Bah, la science politique, c'est vrai que ça fait pas partie des trucs les plus simples à vulgariser. Pour le coup. Ça demande déjà beaucoup de connaissances pour s'en sortir au milieu de ça. Hop. Faut comprendre les rouages du système politique, le fonctionnement d'un État, et c'est très différent aussi en fonction des États. Du coup, c'est forcément un peu dense. Ok, je suis en train de préparer le setup, et j'ai perdu ma souris. Ah non, c'est bon. C'est là. C'est là. Le chat, il arrive pas à dormir parce que j'arrête pas de bouger dans tous les sens, il en a marre. Si je le recaresse, il m'attaque.